Bonsoir à tous. Merci à vous tous d'être venus donc, pour la première conférence de ce cycle. Un cycle qui a une saveur un petit peu particulière puisque c'est le 30e que nous organisons au Club d'Astronomie de Lyon-Ampère et en partenariat, alors c'était pas le musée des Confluences avant, c'était le musée Guimet, mais c'est un partenariat donc ancien, solide, et fructueux que je souhaite vraiment saluer ce soir. Donc 30e conférence, 30e cycle de 6 conférences, donc 180 conférences. Alors après, on a commencé aussi avec, bon, il y avait 20-30 personnes. Et les sièges n'étaient pas confortables. On était dans une petite salle toute plate avec des sièges pourris. Et on passait des diapositives. Oui, oui, et des transparents. Et des transparents. Et Pierre, qui nous accompagne depuis 15-20 ans. Ouais, 15-20 ans, il nous amenait son pack de diapositives, tout ça, et donc il y a quelqu'un à l'arrière qui avait la raquette, enfin la télécommande, enfin le machin du truc. Et Pierre disait transparente suivante. Et après, ton autre grand plaisir, parce qu'il aimait bien nous titiller, c'était tu disais c'est flou. C'est flou, puisqu'on réglait l'optique depuis l'arrière. C'est flou. Ouais, ok. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, ça a énervé. Je me souviens d'une anecdote. Il y avait quelqu'un qui était de chez nous, qui était le truc. Il a dit, il a pris le réglage du focus et il a donné un grand coup. Et là, comme ça, c'est vraiment flou. Ah, les anciens combattants. Ah ouais, ça fait un peu. Oui, bon, ok, on va couper ça au montage. Donc on en était à merci à vous d'être venus. Et puis bah, je vais pas vous présenter Pierre Thomas, professeur émérite. Ça veut dire retraité. De l'ENS. C'est la porte d'entrée avant le... Voilà. Pas le prix Nobel, il n'y en a pas en géologie. Il n'y a pas de prix Nobel. Donc de l'ENS, qui nous planétologue, et qui donc nous fait le plaisir de débuter ce nouveau cycle que l'on a voulu faire en lien avec ce qui nous a occupé une partie du cycle de l'an dernier, qui était donc les 50 ans des missions Apollo et d'Apollo 11. Et donc on avait terminé le cycle avec une conférence sur l'histoire des missions Apollo. Et là on se disait que ça serait intéressant de redémarrer de nouveau avec la Lune. Et en partant, alors même si tu vas nous parler de toute la géologie et pas seulement de ce qui s'est passé sur Apollo, aussi Apollo a été un des premières missions de retour d'échantillons, notamment, qui ont permis de lancer la géologie de la Lune d'une manière plus poussée. Donc merci Pierre encore pour toutes ces années passées ensemble. Il y en aura d'autres, j'espère. Et j'arrête là nos... Allez. Donc il m'a dit que j'ai 20 ans, indéterminé. Oui, c'est Pierre. Donc à partir de la 2e heure, vous avez le droit de sortir discrètement sur les côtés. Et au bout de 5 heures, vous avez droit à une bouteille d'eau et un sandwich. Voilà. Vous connaissez André Braic? Ouais, alors là, André Braic, au bout de 3 heures, dit « Ah, bon, j'ai à peu près fini la première partie. » C'était terrible. Bon, il faudrait un peu baisser, là, je suis complètement ébloui. C'est flou. Donc, je vais vous parler, comme c'est écrit, de la géologie de la Lune, parce que ça fait 50 ans qu'on y a posé le pied pour la première fois, et ça fait 48 ans qu'on a enlevé le pied pour la dernière fois, puisque cette photo a été prise le 13 décembre 1972, et c'est Apollo 17, la dernière mission Apollo. Après, restriction de crédit, Nixon, républicain, pas de science, etc. Alors, c'est en 1609 que l'étude de la Lune, pour des raisons non astronomiques, a commencé. Avant la Lune, on faisait des phases, on trouvait la date de Pâques, la date du Ramadan, des choses comme ça. Mais ça ne servait pas à grand-chose au point de vue scientifique. C'était un astre parfait, etc. Et c'est en 1609 que Galilée pointe sa lunette vers la Lune. Malgré la mauvaise qualité de sa lunette, je vous invite vivement, si vous avez l'occasion, de mettre l'œil, non pas dans la lunette de Galilée, dans un musée, on ne peut pas le faire, mais il y a des facsimilés de la lunette de Galilée faits de la même façon, et vous voyez que c'était vraiment pas bon, mais malgré cette lunette qui était vraiment pas bonne, il a fait des découvertes, et en particulier, il a fait ce dessin-là, et il a vu que la Lune, alors je parle de la partie éclairée de la Lune, la partie noire, il n'a rien vu. Ce jour-là, il a attendu 8 jours, il a vu. Il y avait des taches sombres et plates, qu'il appelait des mers.
le terme est gardé. Il appelait sa mer parce qu'il était italien, il était déjà monté sur une montagne qui dominait, je sais pas, le lac de Côme, ou qui dominait la mer. Quand vous êtes sur une montagne et que vous regardez la mer en bas, premièrement elle est plate, deuxièmement elle est sombre. Et les limites sont assez nettes. Or, c'était plat, sombre, avec des limites nettes. Il pensait que c'était des mers. Puis il a vu des zones montagneuses qu'il appelait des terres, terrae, qu'on appelle maintenant plutôt des continents. Et il a vu des grandes dépressions circulaires, regardez le dessin qu'il a fait, qu'il a appelé cratères, non pas en pensant aux volcans, parce que je ne sais pas comment les Italiens de l'époque appellent les trous au sommet des volcans. Cratère, c'est une amphore grecque dans laquelle les Grecs, sacrilèges, mélangeaient l'eau et le vin. Les termes sont restés. L'étude géologique de la Lune vient de commencer. Alors depuis, les télescopes ont fait quelques progrès, et vous avez à peu près le même champ visuel, l'image de Galilée, le dessin de Galilée et l'image de la Lune. Alors on voit les choses très bien, vous voyez la mer de la Sérénité, la mer de la Tranquillité, la mer des Crises, là les trois mers. Alors c'est pas mal, il y a une chose quand même, là il a un peu exagéré, c'est ce gros cratère-là. Vous pouvez le chercher, là il a un peu... Bon, je vous assure que sa lunette n'était pas bonne. Hein. Le champ, on voit même pas la Lune en entier. Le champ était tout petit. Pour voir ça, il fallait faire trois trucs. Donc, la Lune. Et la vraie exploration géologique de la Lune commence en 1959. Je me rappelle, j'avais 7 ans. C'est les Soviétiques qui ont lancé un certain nombre de fusées vers la Lune, dont la 3e, Luna 3, a survolé la face cachée de la Lune. Et a pris cette photo, qui est à peu près aussi mauvaise que ce qu'avait dû voir Galilée. Mais c'est de l'autre côté. C'est ce que l'œil humain n'avait jamais vu avant. On reconnaît ici la mer des Crises, un certain nombre de mers, on voit qu'il y en a beaucoup moins. Et je vais vous montrer un certain nombre de photos depuis. Vous allez voir le progrès incommensurable qu'on a fait depuis donc, le 7 octobre 59 avec cette première photo de la face cachée. Alors avant de regarder plus de 100 photos modernes, je vais vous montrer 2 images où il y a la Terre et la Lune réunies sur la même photo. Ce n'est pas un montage, hein, c'est des vraies photos. Il faut imaginer que ces photos étaient totalement impensables en 59. En 59, j'avais 7 ans. Je me rappelle un peu de Spoutnik. Mes parents appelaient ça le bébé Lune. Et je me rappelle de 59, mieux, la Lune, etc. Mais voir la Terre et la Lune en même temps avec 2 quartiers, j'aurais jamais imaginé, même à 15 ans, qu'on pourrait voir ça. Et là, c'est une photo prise par la sonde Galileo qui partait vers Jupiter le 16 décembre 1992. Alors là, c'est une mosaïque de photos, une série de photos, pas une mosaïque, prise par un satellite américain qui est sur le point de Lagrange L1, c'est-à-dire juste entre la Terre et le Soleil, fixe par rapport aux deux, à 1 500 000 km de la Terre. Ça ne bouge pas par rapport à la Terre et au Soleil. Et vous avez la Terre qui tourne, évidemment, et la Lune qui passe devant. Donc, et vous voyez la Lune passer entre le point de Lagrange L1 et la Terre. C'est quand même assez extraordinaire aussi. Alors voilà le menu dont j'ai essayé de vous parler. Quelques petits aspects de la géologie lunaire. Vite fait les cratères lunaires, parce que j'aurais pu dire la même chose sur les cratères martiens, les cratères de ceci ou de cela. On parlera du volcanisme lunaire, de la structure interne de la Lune, de la tectonique de la Lune, de l'eau sur la Lune et de l'origine de la Lune. Et il sera donc 11 h du soir à peu près. Le dernier métro... Alors les cratères, je vais aller vite parce que c'est très classique. C'est avec l'étude de la Lune que commence sérieusement l'étude de cratères. Si vous regardez les livres jusqu'en 1960, il y a encore une grande querelle chez les géologues et ou les astronomes sur ces cratères qu'on voit sur la Lune. Est-ce que c'est des cratères de météorites, une météorite qui est tombée, ou est-ce que c'est des cratères volcaniques? Il y a des sommités, comme Arun Taziev pour ne pas le nommer, qui prétendaient que c'était des cratères volcaniques. Si vous prenez les livres fin 19e, Flammarion et tout ça, les cratères sur la Lune, c'était volcanique. Il a fallu attendre grosso modo les années 65-70 avec les images haute résolution de la Lune pour comprendre comment se faisaient ces cratères et que c'était des météorites. Alors, je ne vais pas vous expliquer la genèse des cratères de météorites. Il faudra m'inviter l'année prochaine. J'ai une conférence d'1h30 sur la genèse des cratères. Alors les cratères, quand ils sont petits, comme cela ou comme cela, ça a une forme de bol. C'est vraiment la demi-sphère qui a à peu près un diamètre égal à 10 fois la profondeur. Donc si ça fait 10, celui-là fait 15 km de diamètre, la profondeur est à peu près 1,5 km. Hein, c'est toujours la même proportion. Donc c'est pareil pour les cratères terrestres, comme celui-là par exemple.
Alors les cratères, les plus jeunes d'entre eux, ici c'est Giordano Bruno, un grand martyr de la science, brûlé par sa sainte mère l'Église en 1600. Donc 9 ans avant que Galilée commence à dire des choses que l'Église n'aimait pas. Donc c'est pour ça qu'il prenait ses précautions. Il se rappelle Giordano Bruno brûlé 9 ans avant. Mais ça c'est le cratère de Giordano Bruno. Les cratères les plus jeunes sont entourés de raies brillantes. En fait, d'une roche pulvérisée, toujours plus claire. Vous pouvez faire l'expérience, on a un bout de basalte. La poudre de roche est toujours plus claire que la roche massive en général. Et quand vous avez une météorite qui tombe, ça fait une énorme explosion. Vous avez plein de débris de lune qui se répandent tout autour et ça fait ces raies brillantes. N'importe quel astronome amateur connaît les raies brillantes autour de Tycho, qu'on verra tout à l'heure. Alors, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Et contrairement à la Terre, les petites météorites arrivent. Sur la Terre, les grosses, elles arrivent. C'est pas quelques kilomètres d'atmosphère qui va arriver à arrêter un caillou de 50 km de diamètre. Mais les petites poussières font des cratères. Alors, sur cette photo qui est très connue, vous avez un cratère d'une dizaine de mètres, là. Ça veut dire que le diamètre, la météorite fait à peu près un cratère égal à 20 fois son diamètre. Donc là, vous aviez un petit astéroïde, une météorite de 50 cm de diamètre. Alors évidemment, ça dépend de la nature, mais en gros, qui a fait un cratère de 10 mètres. Ici, vous avez un cratère d'1,50 m, donc la météorite faisait 7,5 cm. Une météorite de 5,5 cm, ça n'arrive pas au sol. Ça brûle dans l'atmosphère. Quand il en arrive de cette taille-là au sol, c'est un morceau d'une beaucoup plus grosse. Là, vous avez un cratère de 50 cm, donc la météorite faisait 2,5 cm, une noix. Mais une noix qui arrive à 11 km/s quand même. Hein. Et là, c'est des grains de poussière ramassés sur la Lune et vus au microscope électronique à balayage. Là, vous avez 500 microns, c'est à peu près la même taille de l'autre côté. Et là, vous avez un petit cratère qui fait 70 microns de diamètre. Donc la météorite faisait, a priori, la micrométéorite, 3,5 microns de diamètre. Là, les micrométéorites, celle qui a fait ce petit trou, avait la taille d'un demi-globule rouge, mais qui arrivait à au moins 11 km par seconde. Ça, évidemment, ça n'arrive pas sur la Terre. Les cratères, quand ils sont plus gros, c'est plus une forme de bol, c'est un fond relativement plat, avec au milieu un piton central. Alors ça, c'est sur la Lune. Et là, c'est la même chose sur la Terre. Vous avez le bord du cratère, la plaine, et le piton central, c'est en Allemagne. Vous pouvez aller le voir. Hein. C'est très beau. C'est pas très loin, c'est en Bavière. Donc, c'est pas l'Allemagne la plus loin de Lyon. Un grand week-end pour aller en Bavière, c'est bien. C'est pas très loin de Dachau, vous pouvez aller voir Dachau, si vous avez envie de vous remonter le moral. Quand vous ressortez, là, c'est affreux, mais enfin bon. Alors, comment on passe du cratère en forme de bol au cratère plat avec le piton central? Eh bien, il y a tous les intermédiaires possibles. Je vous en montre quelques-uns. Je vous explique pas trop comment ça marche, mais c'est des phénomènes de rebond, hein, d'une part, et le phénomène que quand il y a la météorite est très grosse, elle amène tellement d'énergie qu'elle fond en partie la cible. Donc la cible en partie fondue, bah, ça fait un machin plat parce que du liquide, ça s'aplatit. Et puis il peut y avoir des phénomènes de rebond, comme quand on jette un petit caillou dans l'eau, ça fait plic et ça fait un rebond. Alors là, vous avez un fond plat, là il n'y a pas de rebond, c'est simplement le fondu qui arrive. Vous voyez, c'est une photo d'un chinoise. Je vais vous montrer des photos de quasiment tous les pays du monde, sauf l'Europe. Bah écoutez, on élit des députés qui sont cons, donc ils préfèrent mettre de l'argent dans leur poche que dans la recherche scientifique. Enfin, comment elle s'appelle là, celle qui a été refusée à la commission? On l'accusait d'avoir mis un peu d'argent dans sa poche. Mais elle est réputée innocente puisqu'elle n'est pas encore jugée. Donc un autre cratère, là, vous voyez, c'est de plus en plus grand, à 15 km, c'est plat. Et là, c'est le Copernic, c'est le prototype du cratère complexe. Il fait quand même 100 km de diamètre, le piton central, la plaine plate. Et on voit qu'autour, les bords sont affectés comme des terrasses, comme si c'était effondré progressivement et que ça faisait des marches d'escalier par des effondrements. Donc ça, c'est Copernic. Une autre vue de Copernic où on voit très bien les terrasses d'effondrement, la plaine, le piton central. Alors cette photo a été prise en 66 ou 67, donc avant l'émission Apollo, par l'émission Lunar Orbiter, et elle avait été la photo du siècle. 20e siècle, on a fait mieux, même au 20e siècle, mais c'est quand même assez extraordinaire. Pour les avoir, à l'époque, il n'y avait pas de net, il fallait acheter Paris Match pour avoir des photos comme ça. Entre un mariage princier et une vedette qui couchait, on avait la Lune. Alors, on va regarder en détail le plus célèbre des cratères complexes, Tycho. Je vous ai parlé les raies qui rayonnent partout. On le voit très bien, même à l'œil nu, quand on le voit. Alors, au télescope, c'est très beau.
Alors voilà Tycho en vue totalement verticale, pareil, hein, la plaine, le piton central, les bords, les terrasses, ça c'est en vue verticale. Une vue très oblique sur le piton central et les bords, et la plaine, vous voyez que c'est la surface d'un lac de lave, l'énergie a été suffisante pour faire fondre, et vous avez des craquelures comme on peut voir sur la surface des lacs de lave à Hawaï. Là, une vue du piton central, de la surface craquelée, et comme c'est au coucher, au lever du soleil, je ne sais plus, vous avez l'ombre du piton central. Les photos qu'on trouve comme ça, c'est quand même mieux que ce qu'on voit au télescope. Hein. Alors regardez là, la surface de lave craquelée. Vue verticale sur la surface de la lac de lave, la roche, le plancher qui est fondu par l'énergie de l'impact. Et cette photo, c'est assez extraordinaire, c'est un détail pris par ici. Donc il y a beaucoup de roches qui sont montées, à moitié fondues, qui ont retombé, mais quand elles retombaient, certaines étaient encore fondues, mais si vous retombez sur une pente, eh ben, ça coule. Et vous avez des véritables coulées de lave, de roches fondues qui dévalent les pentes du cratère. Regardez comme c'est beau. Ça, le géologue, quand il voit ça, il est fou, quoi. Alors si c'est encore plus grand, le piton central retombe sur lui-même et ça fait un anneau central. Alors, vous avez un anneau central sur la Lune, c'est le cratère Schrödinger. Et la même chose sur la Terre, c'est au Québec. Vous avez deux, ça devait être un astéroïde double qui a fait un gros cratère et un petit à côté. Le gros cratère a un anneau d'île, qui est l'équivalent de cet anneau central. Et le record de beauté sur la Lune, c'est le bassin oriental, où vous avez 1, 2, 3... structure concentrique, comme ça, qui fait quand même 900 km de diamètre, c'est-à-dire que si la météorite tombait sur Bourges, centre de la France, eh bien, la limite de la France tiendrait entièrement dans ce cratère. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les bassins d'impact. Ça, j'aurais pu vous montrer, je ne le montre pas, parce que c'est ce que je vous ai dit. Hein, donc, une petite météorite, ça fait un trou. Une moyenne météorite, ça fait un trou avec un rebond. Une grosse météorite, ça fait un gros rebond qui fait un piton compliqué. Une énorme météorite, ça fait un tellement rebond que le rebond s'affaisse, ça fait des anneaux. J'aurais pu continuer comme ça. Alors, maintenant qu'on a fait les généralités, on va parler du volcanisme lunaire. Parce que c'est pas parce que les cratères sont des cratères de météorites qu'il n'y a pas de volcanisme sur la Lune. Voilà une vue qui montre la différence entre mer et continent. Le continent, c'est un champ de cratères, on viendra tout à l'heure là-dessus. La mer, il y a beaucoup moins de cratères de météorites, et c'est tout plat. Alors, beaucoup moins de cratères de météorites, ça veut simplement dire que la surface de la mer, il n'y a pas très longtemps, entre guillemets, qu'elle reçoit des météorites. Quand je dis pas très longtemps, on va dire que ça fait 3,5 milliards d'années. Alors que les continents, ça fait plus longtemps, ça fait, on va dire, plus que 4 milliards d'années. Et comme au début, le bombardement météoritique est plus important, il y a une grande différence entre quelque chose qui a 4 milliards d'années et quelque chose qui n'en a que 3,5. Donc on fait de la chronologie relative, mais sous la mer, on voit, là c'est des cratères qui sont postérieurs à la mer, c'est des cratères qui font des trous dans la mer, ce qui montre entre parenthèses qu'elle n'est pas liquide, vous ne pouvez pas faire un trou dans la mer, sauf si elle est gelée. Mais vous voyez des cratères qui sont sous la mer, et quand le volcanisme, quand la lave liquide a envahi toute la région, eh bien, le bord des cratères qui sont un peu surélevés dépasse. Et donc, sous la mer, vous avez les continents. Et on les voit. On voit les continents sous la mer. Là, c'est une autre image. C'est la mer de la Sérénité. Vous avez la limite mer, morne pleine, continent. Et là, par exemple, il y avait un cratère qui était partiellement envahi par la lave. La lave est rentrée dans ce cratère, en passant par-dessus le bord ici. Ça fait comme un golfe. C'est le golfe du Morbihan, voici Locmariaquer, voici Port-Navallo. Seule différence, c'est qu'il ne pleut pas, alors qu'en Bretagne, il pleut. Mais à part ça, c'est vraiment, on dirait une côte. C'est pour ça que Galilée, il voyait ça, ça ressemble à une côte. La surface est horizontale. Alors, voilà, les mers, c'est des mornes pleines. Il n'y a vraiment pas grand-chose à voir. Alors, on va quand même regarder mieux. Si vous regardez ça, il y a deux choses remarquables. Ça, qu'on verra d'ici 3/4 d'heure à peu près. Et puis, ce que je souligne là, ça, quand on est un tout petit peu géologue, ça ressemble furieusement à des coulées de lave vues d'en haut. Alors, voir des coulées de lave vues d'en haut, maintenant, c'est facile. Google Earth, Hawaï.
Et vous avez, donc ça c'est sur Hawaï, Google Earth, ça c'est sur la Lune. Toutes les photos, à quelques exceptions près que je vous montre, sont trouvables sur le web. Donc vous pouvez faire la même conférence que moi en allant sur le web. Alors celle-là, elle n'est pas sur le web, mais vous avez la même chose, ça c'est à La Réunion, c'est chez nous. Et vous avez une coulée de lave, vous voyez son bord lobé, flexueux, hein, on peut comparer avec ça, le bord lobé, flexueux. Donc ça ressemble beaucoup à des coulées de lave. Alors il y en a épais comment des coulées de lave sur la mer, dans les mers? Eh bien, on a des sondes qui permettent de savoir quand il tombe une grosse météorite après. Ça fait un gros trou. Par exemple, ce cratère fait 28 km de diamètre, donc à peu près la falaise, elle fait 2 km d'épaisseur. Donc on a une falaise qui vous montre une coupe de 2 km d'épaisseur de la Lune. De la surface de la Lune, de la surface des mers. Et qu'est-ce qu'on revoit quand on regarde ces 2 km d'épaisseur? Un empilement de coulées de lave, de strates. Il y en a sur plusieurs kilomètres, chaque coulée mesurant on va dire une dizaine de mètres d'épaisseur. C'est une coulée de lave très fluide, donc c'est bien étalé. Et on peut comparer ça avec des paysages parfaitement terrestres. Là, c'est en Islande. Hein, et vous avez cette montagne, c'est fait d'un empilement de coulées de lave. C'est exactement comme sur la Lune. Alors sur la Lune, on y est allé, il n'y a pas de problème, mais si on n'y était pas allé, on peut faire de la spectroscopie. Et en regardant dans les spectres infrarouges, on voit là-dedans un certain nombre de signatures minérales, par exemple de l'olivine et des pyroxènes, les géologues apprécieront. C'est des minéraux usuels, des basaltes. Donc, voilà. Alors, si on regarde ces mers lunaires en détail, on voit des vallées. Alors voilà, des vallées. Alors ça, c'est étonnant. Une vallée, il n'y a pas d'eau sur la Lune. Il ne peut pas y avoir d'eau liquide. Je vous rappelle qu'il fait moins 120 la nuit, moins 150, moins 120, un peu plus que 100 degrés le jour. La pression est nulle. Mettez que ce soit le jour, il fait 120 degrés. De l'eau à 120 degrés dans le vide, elle bout. Tout de suite. Il ne peut pas y avoir d'eau liquide qui coule assez longtemps pour faire des vallées. Or, il y a longtemps qu'on les connaît, ces vallées, au télescope. Et il y a beaucoup de gens qui discutent. Si vous regardez le roman de Jules Verne, Autour de la Lune, qui est la suite de la Terre à la Lune, ils voient ces vallées et ils en déduisent, grave erreur de Jules Verne, qu'il y a eu de l'eau sur la Lune. Alors, il y en a plusieurs. Regardez, moi j'aime bien celle-là, parce qu'il y a une grande vallée. Ici, il y a un confluent, une petite vallée, et qui se jette dans la grande vallée. Qu'est-ce que c'est que ces vallées? Alors, toujours pareil, quand on voit des choses sur un astre, on peut imaginer des origines complexes, des pistes d'atterrissage d'extraterrestres un peu souples, pour expliquer les virages. Mais est-ce qu'on connaît ça sur la Terre? Ben oui, on le connaît. Voilà, je vous montre le plus gros spermatozoïde terrestre. Il faut toujours que je parle de sexe dans mes conférences. Vous avez la tête, là, et vous avez le flagelle, qui fait quand même 7 km de long. La largeur moyenne, c'est à peu près 40 mètres, et le cratère fait 140 mètres de diamètre. C'est donc une photo que j'ai prise d'avion quand on survole les plaines de l'Idaho, dans les plateaux de la Snake River dans l'Idaho. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et bien voilà comment on peut voir ça. Voilà comment ça se fait. Si vous allez à Hawaï, à La Réunion, un peu après une éruption, vous pouvez marcher sur des coulées de lave qui coulaient la semaine dernière, mais qui ont l'air solides. D'ailleurs, elles sont solides. Mais il faut faire attention parce que de temps en temps, il y a des trous qu'on appelle des lucarnes. Et par le trou, vous voyez qu'il y a de la lave qui coule en dessous. Bon, avec un toit, il y a des stalactites comme ça, et puis vous avez la lave qui coule en dessous. Alors ça, c'est un trou actif. C'est pas moi qui ai pris la photo, mais si vous allez à La Réunion, vous avez des trous anciens. Ce trou-là, il doit avoir 3-4 ans. L'échelle vous est donnée ici par une osmonde royale, qui est une fougère qui fait à peu près ça de haut. Donc un tunnel et à côté une lucarne. Alors comment fait-on ces trucs-là? Alors ça peut être plus grand. Là, on est aux Canaries, aux Açores, je ne sais plus. L'échelle vous est donnée par la route. Et vous avez un tunnel de lave, comme ça. Et tout à l'heure, on va prendre le tunnel de lave et on va aller à l'entrée ou à la sortie, par là. Alors, voilà, justement, on va à la sortie, dans le tunnel de lave. Alors, si c'est aux Açores, il y a des tunnels de lave qui sont visitables par les touristes. Vous êtes accompagné par un guide. Vous prenez un casque, vous avez une lampe. Des fois, c'est un peu casse-gueule de marcher là-dedans, mais enfin bon. Et quand vous rentrez dans le tunnel, vous avez
des levées. Vous voyez, la lave coulait là-dedans. Et au fur et à mesure qu'elle baissait, elle laissait des marques, comme une rivière qui baisse, qui laisse des traces. Comme ça. Et si vous regardez le plafond, vous avez des stalactites de lave au plafond. C'est absolument extraordinaire. Alors ça, c'est des petits stalactites de rien du tout. Mais ça peut être ce que j'appelle un enchantement stalactitite et stalagmitique. Et c'est du basalte, hein, c'est pas du calcaire, etc. Alors comment est-ce qu'on fait tout ça? Il me semblait que j'avais quelque chose là, non? Oui, je ne sais plus où c'est, attendez que je regarde. Il me manque des diapos. Il me manque des diapos. Ben, ça fait rien. Comment est-ce qu'on fait ça? J'ai dû me tromper dans le PowerPoint, c'est pas grave. Vous avez une plaine de lave qui coule. Ça se solidifie un peu par en bas, puis beaucoup par les côtés et par le haut. Et donc vous avez la lave liquide qui continue à couler, protégée du refroidissement par la carapace en haut et en bas. Donc tant que c'est plein, ça fait un tuyau de lave qui coule. Si Dieu baisse un peu le débit, ben la lave dans son tunnel va baisser et elle va simplement couler en remplissant que la moitié du tunnel. C'est ce qu'on voit là. Hein. C'est là. Et puis ensuite, ça s'arrête. Et si le tunnel s'effondre, parce que c'est pas solide, eh bien vous avez ce qu'on a vu là. Et peut s'effondrer partiellement. Hein. Là, il s'est effondré toute cette zone-là. Et puis là-bas, il doit y être aussi, mais il ne s'est pas effondré. Donc, on peut rentrer dedans. Alors, le mieux connu de ces chenaux, de ces sillons flexueux, c'est le sillon Hadley, Hadley Rille en anglais, parce que Apollo 15 s'est posé juste à côté. C'est à la limite entre la mer de Mare Imbrium et les montagnes ici, qui sont les monts Apennins. Et donc, c'est là, et vous devinez, là c'est la croix, c'est le site d'Apollo 15, vous devinez ce sillon flexueux ici. Alors là, vous avez une vue oblique, vous avez le site d'atterrissage d'Apollo 15, et cette vallée flexueuse, comme ça. Vous voyez la taille, hein, ça fait 60 km, là, c'est quand même plus important que les 7 petits kilomètres du plus gros spermatozoïde terrestre. Encore un fragment, alors ça c'est intéressant parce que là ça s'est bien effondré, là aussi, mais là ça ne s'est pas effondré, ou très partiellement. Donc là-dessous il doit y avoir des grottes, pas effondrées. Or c'est important si vous voulez habiter sur la Lune, parce que vous êtes scientifique, comme il y a des gens qui habitent en Antarctique, hein, ils vont faire une saison en Antarctique. Le problème de la Lune, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de champ magnétique, donc vous recevez le rayonnement cosmique. C'est pas trop grave, sauf en cas d'éruption solaire. Qu'est-ce que vous faites? Ben, le plus simple, c'est de s'enterrer pour être à l'abri du rayonnement cosmique. Donc si vous avez une base que vous mettez là, vous avez dégagé, et quand il y a une tempête solaire, pof, vous rentrez dans la grotte. Et vous êtes à l'abri, ça dure 2-3 jours, une tempête solaire, et puis vous ressortez au bout de 2-3 jours. Donc si vous voulez investir sur la Lune, c'est ce genre d'endroit qu'il faut chercher, parce qu'a priori, il y a des grottes, et donc, voilà. Alors, voilà toujours une vue oblique, hein. Voilà, Apollo 15 s'est posé là. Voici une vue donc du sillon. Ça, c'est les monts Apennins, c'est très beau. Et voici les trajets qu'ils ont fait sur Apollo 15. Apollo 15, c'est la première fois qu'ils avaient leur jeep lunaire, donc ils ont fait pas mal de kilomètres. Et ils sont allés 2 fois au bord du chenal, dont ici, et je vais vous montrer une vue prise d'ici, dans cette direction. Donc c'est une vue très connue, hein. Vous avez le mont Apennins, le sillon qui arrive, qui tourne à angle droit, qui repart par là. Hein. C'est le sillon qui arrive, qui tourne à angle droit, qui repart par là. Et là, c'est une vue plus détaillée. Alors là, le géologue se régale, parce qu'il regarde bien et il voit les couches de lave en face, et il a tous les cailloux du monde à ramasser. Il les ramasse, il les ramène au laboratoire, et on regarde et on analyse. C'est du basalte, hein. Vous me montriez ce caillou sans me dire que c'est de la Lune. En tant qu'auvergnat, je dis, oh, c'est un morceau de la coulée du lac d'Eda, mais ça ressemble vraiment à du basalte terrestre. Je vous montre celui-là aussi. Alors l'échelle de données, ça c'est des cubes qui font 1 centimètre. Hein. C'est que là, ce basalte est plein de trous. Et ces trous, c'est des bulles de gaz. Enfin, il y a du gaz. Ça veut dire que quand le basalte est sorti, il contenait du gaz dissous. Et ça pose un problème. Parce qu'on m'a toujours dit, quand j'étais petit, à l'école, enfin à la fac, que la Lune était complètement dégazée, qu'il n'y avait pas de gaz, ni vapeur d'eau, ni CO2 dans le magma lunaire. Or, les gens qui m'ont dit ça, ben, ils n'ont pas vu cette caillou.
Donc il y a du gaz à l'intérieur de la Lune. C'est un problème sur lequel on reviendra. Alors un autre endroit où vous pouvez investir, si vous voulez, vous voyez, donc on est quelque part dans la mer, l'océan des tempêtes. On va là il y a tout un sillon, là, alors spermatozoïde avec une petite tête, une belle queue, mais enfin la tête est quand même pas folichonne. Donc on va zoomer sur ce coin-là. Et là, vous voyez donc des cratères de météorites ordinaires. Regardez, ce trou, manifestement, n'est pas pareil. Il est beaucoup plus profond. C'est un tunnel de lave qui s'est effondré. C'est juste par-dessus. Hein. Il y a eu un effondrement ponctuel là, qui fait un trou. Il doit y avoir plein de grottes là-dessous. Alors, la même chose sur la Terre. Hein. Vous avez des vignes, des palmiers, des choses comme ça. Et un effondrement. Il y a tout un réseau de grottes qu'on peut visiter, d'ailleurs. C'est aux Canaries, ça. Donc, c'est là qu'il faut acheter pour se mettre à l'abri des rayons cosmiques. Enfin, pas sur Terre, mais sur la Lune. Alors, en plus de ces coulées de lave, de ces grandes plaines de la fluide, avec tous ces chenaux qui ne peuvent se faire que si la lave est bien liquide, il y a d'autres types de volcans beaucoup plus atypiques, qu'on voit ici en vue verticale, qu'on voit ici en vue oblique. C'est des dômes. Alors, quand j'étais petit, à l'école, pas à l'école primaire, en 4e, on apprenait les volcans. Maintenant, on apprend à lire en 4e. À l'époque, on apprenait les volcans. Et on apprenait qu'il y avait plusieurs types de volcans, dont des volcans comme ça. Une lave très visqueuse qui fait des dômes. Alors, en tant qu'auvergnat, je connais par exemple le puits de Dôme. Bon, c'est pas lui. Mais voici un dôme qui est quelque part en Californie, qui est éteint, mais qui n'est pas vieux du tout, là, 2-3 000 ans. Et voici un dôme parfaitement actif, qui est en Indonésie. La lave est très visqueuse. Elle est tellement visqueuse qu'elle ne coule pas. Et ça s'accumule comme un gros bubon du pus très épais qui sortirait d'une pustule. Voilà. Et ça se fait si on a une lave très visqueuse. Et une lave très visqueuse, a priori, c'est qu'elle est très riche en silice, d'après ce qu'on m'apprenait en 4e à l'époque. Et si elle est très riche en silice, c'est que dans un pays basaltique, c'est qu'il y a un phénomène qu'on appelle la différenciation magmatique. Je pourrais vous raconter ça dans 2 ans. L'année prochaine, j'ai dit que je racontais quoi déjà? Les cratères. Je pourrais parler du magmatisme dans 2 ans. Donc, il y a du volcanisme différencié. Et puis, c'est assez nouveau, enfin, on n'en parlait pas avant. Ici ou là, on a des taches sombres, parfois associées à des failles ou à des cratères. Ici, vous avez des cassures, puis vous avez des taches sombres. Vous voyez, une tache sombre ici, une tache sombre là. Là, à un autre endroit, vous avez des failles, et puis une tache sombre qui est ici. Et ça ressemble à des cendres projetées par des gaz. Donc, il y a beaucoup de gaz qui sont sortis. Il y a des cendres, pas épais, hein, ça ne fait pas un volcan, mais on a saupoudré les environs. Vous voyez l'échelle, hein, ça fait 67 km de là à là. Ici, ça fait 10 km. Donc, on a saupoudré les environs de dépôts qu'on interprète comme des dépôts de cendres. Et Apollo 17, alors ces dépôts de cendres, 3 fois sur 4, ils sont sombres, plus sombres que l'environnement, et 1 fois sur 4, ils sont clairs. Donc, là encore, la chimie des cendres doit varier. Et Apollo 17, c'est posé à un endroit où il y a un de ces dépôts, et quand on ramasse de ce dépôt, on voit que c'est des petites sphères de verre, un peu colorées en orange par des oxydes ferriques. Et quand on a trouvé ça, beaucoup de gens appellent ça le mystère du verre orange. Alors il y a eu plein d'ufologues qui ont expliqué pourquoi il y avait du verre orange. C'est simplement des dépôts pyroclastiques, c'est-à-dire cassés par le feu. Donc des explosions qui ont pulvérisé de la lave. Il n'y a pas de coulée, il y a simplement un dépôt de cendres tout autour. Et avec les images récentes de la Lune, quand je dis récentes, c'est qu'il y a beaucoup d'images de missions lunaires post-Apollo, des missions inhabitées. Or, en général, la presse ne s'intéresse qu'aux missions habitées. Et quand on a eu le 50aire d'Apollo 11, au mois de juillet, tout le monde disait « Mais pourquoi n'est-on jamais retourné sur la Lune depuis les missions Apollo ?» L'homme n'y est pas retourné. Mais les scientifiques, ils sont retournés via des sondes automatiques. Et avec le prix d'une mission habitée, on fait 50 missions automatiques. Donc, pas mal, beaucoup de résultats en plus. Mais effectivement, il n'y a pas le prestige. Et là, c'est les dépôts pyroclastiques qu'on a trouvés. Alors, la publication date, je ne sais pas, mais elle n'est pas très vieille. Il y en a un peu partout, surtout sur la face visible, la face cachée à droite et à gauche. Il y en a un peu partout. Ça veut dire qu'il y a eu un gaz propulseur et que ce n'était pas une exception. Alors, j'ai dit qu'il y a du volcanisme, on n'a pas vu de volcan, on a vu des coulées, on a vu des tubes de lave, on a vu des dépôts. Mais est-ce qu'il y a des vrais volcans au sens image d'Épinal du terme? Si
Si vous voulez montrer un volcan lunaire à votre petit enfant qui a 4 ans, c'est pas facile. Alors, en cherchant bien, on en trouve à peu près une dizaine. Vous avez l'image d'Épinal du volcan, la petite montagne ronde avec un trou au sommet. Là, il y en a 2. Les 2 mêmes. C'est vraiment la caricature du volcan image d'Épinal. Petit volcan, le petit trou. Pour faire ça, là également, c'est du gaz. On projette, on casse la lave, on fait des pyroclastites. Mais les explosions ne sont pas violentes. Les morceaux de lave retombent juste autour. Alors là, il y en a une que j'aime bien. Parce que vous avez, c'est dans l'océan des tempêtes, vous avez les cratères de météorites ordinaires, puis vous avez 3 cratères qui ne sont pas ordinaires. Vous avez celui-là, et puis ces 2-là. Et bien ces 2-là, c'est un volcan, enfin 2 volcans accolés avec un double cratère, image d'Épinal avec double cratère. La mer a entouré ce volcan, mais n'a pas envahi le cratère. Là, il y avait un volcan unique, un seul cratère, et la mer est montée suffisamment haut, elle a presque totalement noyé ce petit volcan. Elle est rentrée par le cratère, il reste ça. Alors la maison ne reculant devant aucun sacrifice, c'est ce qu'on se connaît sur la Terre, des volcans doubles, presque complètement recouverts par la lave, oui. Il suffit d'aller à la Réunion, Fort Micaleo, c'est-à-dire le Fourmilion. Vous avez un cône double, le petit trait là, c'est un monsieur qui donne l'échelle, hein. Là, c'est un chemin avec des gens aussi. Un cratère double, je ne connais pas la taille du volcan là-dessous, mais toute cette plaine, qu'on appelle la plaine l'Enclos, à La Réunion, est remplie de lave et il n'y a que le sommet du volcan qui dépasse. C'est exactement ce qui a dû arriver sur la Lune. Et pour faire des volcans de ce genre-là, c'est vraiment l'imagerie d'Épinal du volcan, à savoir les crachotis d'une lave fluide. Là encore, il y avait un gaz propulseur. Y avait-il encore un peu de vapeur d'eau ou un peu de CO2 à l'intérieur de la Lune à ces périodes reculées? Probablement. Alors justement, se pose tout de suite la question, quel est l'âge de ce volcanisme des mers lunaires? Alors elles remplissent très souvent d'anciens très grands cratères, c'est pour ça que souvent elles sont rondes. Prenez la mer des Crises, elle est parfaitement ronde, la mer de la Sérénité, elle est parfaitement ronde. C'est un très grand cratère de météorites, qui est plein de lave. Alors la plus belle des mers, comme ça, c'est la mer des pluies, Mare Imbrium en latin, qui remplit un énorme trou qui fait 1100 km de diamètre. Et qui est plein de mer. Et souvent, les mauvais astronomes, pas ceux du Cala bien sûr, disent c'est la chaleur de l'impact qui a fondu le fond et qui fait que cette mer lunaire, donc l'origine du volcanisme, ça serait la fusion de la chaleur de l'impact. La chaleur de l'impact, il y a des gens qui disent il y a la croûte et puis sous la croûte, il y a du magma. C'est ce qu'on raconte dans les livres de géographie sur les guides Michelin pour la Terre. Vous savez, il y a la croûte et dessous, il y a le magma. Bon, vous savez que c'est pas vrai. Nicolas Hulot l'a pas encore compris, mais enfin, il faudrait lui dire. Et dit, si on fait un gros cratère, on fait un trou dans la croûte et le magma sort. C'est logique, s'il y avait du magma. Eh bien, il suffit, même au télescope, on peut s'apercevoir que c'est pas vrai. Le volcanisme est beaucoup plus jeune que le trou, que l'impact qu'il remplit. Alors, comment est-ce qu'on peut voir ça? Voici donc une vue de la mer des pluies. Ça, c'est le bord du cratère. Regardez ça, c'est un cratère qui s'appelle le Sinus Iridium, le lac des Iris, en bon français. La météorite qui a fait ce truc-là est tombée à cheval sur le bord du cratère. Donc elle est venue après. On a d'abord fait le grand cratère, les éjectats sont retombés, etc. Puis est arrivée une autre météorite qui est tombée par hasard juste à cheval. Puis après, on a rempli le tout de mer. Alors, on peut détailler ça. Voici le bord du cratère Bassin d'Imbrium. Puis, alors on peut regarder un autre cratère ici. Regardez Siniciodium. Ici, c'est le cratère Archimède. Il est dans la mer. Puisqu'il est dans le grand cratère, c'est qu'il a eu lieu après. S'il avait été là avant, il aurait été détruit. Donc, il est venu après. Mais il est lui-même plein de mer. Donc, le volcanisme l'a rempli après. Et des cratères qui sont dans cette position-là, on en voit très bien un, Sinus Iridium, Plateau, Cassini et Archimède. Il a fallu donc le temps de faire au moins 4 grands cratères entre la formation du gros et le remplissage. Et on ne fait pas 4 grands cratères en 5 minutes. Alors la chronologie, c'est je fais mon grand cratère, je n'ai pas marqué les débris tout autour, je fais Sinus Iridium, je fais Plateau, je fais Cassini, je fais Archimède. Je ne sais pas combien de temps il faut pour faire ça, mais longtemps. Très longtemps. Puis je remplis toute mer
Alors celui-là, je recouvre la moitié, celui-là aussi. Celui-là, je remplis de mer, mais comme ça. Puis après, il y a d'autres cratères plus récents qui sont arrivés. Donc, rien qu'en regardant, on peut le faire au télescope, ça, on voit qu'il y a un long espace de temps entre le remplissage et la formation du grand cratère, souligné par l'anneau rouge. Alors, ça a été confirmé, parce que les missions Apollo 11, c'était vraiment se poser là où c'était le plus facile. Mais à partir d'Apollo 14, 13 aurait dû être le 13, mais c'était le 14, il y avait des buts scientifiques. On y était allé. Donc, il fallait faire de la science. C'était plus maintenant pour arriver avant les Russes, puisqu'on y était arrivé avant. Apollo 14 s'est posé sur les débris sortis de ce grand cratère. Ils ont été ramenés sur Terre, datés par les méthodes usuelles de la radiochronologie, 3,85 milliards d'années. Apollo 14. Apollo 15 s'est posé là, 3,30 milliards d'années. C'est-à-dire qu'il y a quand même 450 millions d'années, ou même 550, hein, non, 450, vous faites la différence, 85 moins 30, ça fait 550 millions d'années d'écart entre la formation du grand cratère et les coulées de lave qui ont coulé ici. 550 millions d'années. C'est comme s'il arrivait quelque chose au début de l'ère primaire et qu'on dit, ben, on a la conséquence maintenant. 550 millions d'années, c'est beaucoup plus vieux que les premiers dinosaures qui n'ont que, allez, on va dire 200 millions d'années. Donc, il y a un grand écart de temps entre le volcanisme et les grands trous qu'il remplit. Alors l'âge volcanique, en gros, en comptant tous les petits impacts de météorites, on peut voir qu'il est éteint depuis 2 à 3 milliards d'années. Et comme la Lune est petite, elle se refroidit plus vite que la Terre, donc on explique bien que ce volcanisme soit éteint depuis longtemps. Ça marche. C'est contraire à la théorie. J'apprenais ça à mes étudiants il y a 30 ans. Et j'y marquais « mais ». Parce qu'avec les sondes récentes qui tournent autour de la Lune et qui prennent une couverture systématique, alors que les missions Apollo étaient toutes en orbite équatoriale, et on a des bonnes photos de l'équateur, les photos en dehors de l'équateur sont moins bonnes, on a vu des régions, en particulier celle-là, les fossés de Sogines. Et là, il y a ce drôle de trou, ici et là, on va voir. Alors, regardez ce trou. Là, on voit une surface lobée, hein, qui est très curieuse. Si on s'approche, là, elle a un âge normal, il y a plein de petits cratères de météorites. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas un. Alors, soit Dieu, avec sa mitraillette, a visé, a épargné ce coin-là, hypothèse que je ne prends pas en considération, soit c'est que cette partie-là est hyper jeune et qu'elle n'a pas eu le temps de recevoir un cratère suffisamment gros pour qu'on la voie à cette résolution-là. Et je rappelle cette résolution-là, hein, ce cratère-là, ça fait moins de 3 km de long, ce truc-là. Donc, ce machin-là, c'est la place Bellecour, quoi. Et on la voit bien. On verrait la statue de Louis XIV. Elle n'y est pas. Mais on ne voit pas de petits cratères de météorites, alors qu'il y en a à côté. Là, il y a un autre endroit. Regardez cette espèce de machin, de lobe très jeune, avec une drôle d'allure. Il y a de la lave qui est sortie et qui a fait des dépôts qui ont coulé un petit peu, mais pas trop, et dont certains sont tellement jeunes qu'on ne voit pas un cratère de météorite. Donc, il y a un volcanisme très jeune. Alors, très jeune, pour un géologue, ça veut dire que là, c'est moins d'1 milliard d'années. Hein. Bon. Et là encore, il y en a partout. On appelle ça des irregular mare patch. Il y en a un peu partout. Là, on a marqué ceux qui font plus de 100 mètres de diamètre. Donc ça pose un problème. Pourquoi la Lune a encore craché du liquide si tôt, si tard dans son histoire? C'est un gros problème. L'origine de ce volcanisme récent, marginal mais réel, est une des grandes énigmes de la géologie lunaire. Alors une autre grande énigme, c'est la répartition du volcanisme ordinaire. Vous avez ici une carte géologique de la Lune, vous avez la face visible, la face cachée. Vous savez, quand les Chinois se sont posés sur la face cachée, les journalistes qui disent n'importe quoi, on dit « enfin, on vient de découvrir la face cachée ». Rappelez-vous que la première photo de la face cachée, c'est 1959. Hein, et on a des cartes géologiques très précises de la face cachée. C'est la première fois qu'on y posait des roues, ça c'est vrai. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on la découvrait. Le volcanisme, c'est en rouge. Le basalte des mers, tout ce qui est rouge, c'est du volcanisme. Tout ce qui est les autres couleurs, c'est les continents. 95% du volcanisme est d'un côté, face visible. Il y en a un peu de l'autre côté, mais pas beaucoup. Pourquoi cette asymétrie totale entre le volcanisme d'un côté abondant, rare de l'autre côté?
On y reviendra. La structure de la Lune. Là, pour l'instant, je pose la question, il faut un peu faire durer le suspense. Alors, si on regarde la Lune, il y a deux types de terrains, les continents et les mers. Les mers, on a bien vu, c'est des grandes plaines de lave. Et les continents, c'est un champ de bataille. La frontière irako-syro-turque. Voilà. Les cratères qui se recoupent les uns les autres. Quand on ramasse on va sur ces continents lunaires et qu'on ramasse des cailloux, ce que fait le travail des tout bons géologues, on peut également regarder des affleurements. Le géologue il ne fait pas que ramasser des cailloux, il regarde les cailloux en place. On s'aperçoit que c'est une roche, une matrice grise, puis des blocs beaucoup plus clairs dedans. Et si on regarde de près, et là c'est l'inverse, vous avez une matrice claire et des blocs beaucoup plus sombres dedans. C'est ce que les géologues appellent des brèches. C'est des morceaux anguleux, comme des morceaux de cailloux dus à des éboulements, qui n'ont pas été arrondis par de l'écoulement et qui sont pris dans une matrice. Et si on regarde en détail, vous avez les cachets, ça c'est la main au microscope, des morceaux, là ils sont gros, ils font quelques centimètres de côté. Là ces morceaux font quelques microns de côté. Donc c'est vraiment un agrégat de blocs, plus ou moins gros, pris dans une matrice. Et si on regarde ces blocs, en gros, c'est une roche qu'on appelle de l'anorthosite. Pour simplifier, c'est 95% de feldspath. De mon temps, on apprenait ça en quatrième. Plagioclase, on apprenait ça en première. Donc c'est des feldspaths, c'est classique. Mais une roche faite de 95% de feldspath plagioclase, ça existe sur Terre. Mais c'est vraiment pas fréquent. Donc il faudra trouver un procédé qui fait que les continents lunaires, c'est de l'anorthosite bréchifiée. Alors bréchifiée, c'est normal, hein. Regardez ce qu'elle a reçu, la malheureuse. Vu tout le bombardement qu'elle a reçu, il n'y a pas un morceau entier, c'est normal. Mais pourquoi que des feldspaths? Alors, on connaît la structure interne de la Lune grâce, entre autres, aux sismomètres déposés par les missions Apollo. Donc, les missions Apollo déposaient des sismomètres qui enregistraient les tremblements de Lune. Je ne sais pas si on peut dire tremblement de terre sur la Lune, tremblement de Lune. Et c'est grâce au tremblement de terre sur la Lune qu'on peut connaître la structure interne de la Lune, comme la structure interne de la Terre est connue, pour une bonne part de cette connaissance, c'est du haut tremblement de terre. Et voici une coupe de la Lune, plutôt une dissection de la Lune. La Lune, c'est une croûte. On va dire un peu moins de 100 km d'épaisseur, on y reviendra. C'est un manteau bien froid, bien rigide, qu'on va appeler lithosphère, pour parler en géologue. Dessous, un petit manteau un peu moins dur, un peu moins rigide, qu'on va appeler asténosphère. Il n'y en a pas épais, il y en a 150 km, alors que le manteau rigide, il y en a à peu près 1200 km. La croûte, j'ai mis une petite centaine, j'ai mis 100. Et tout à fait au milieu, il y a un noyau. Il n'est pas exclu, mais ce n'est pas sûr du tout que la partie périphérique soit encore un petit peu liquide, mais on ne sait pas trop. Et les rares séismes qu'il y a sur la Lune, il y en a très très peu. Eh bien, la majorité se place à la limite entre le manteau bien rigide et le manteau un peu moins rigide. Et c'est lié aux marées. La Lune s'allonge et se rétrécit à cause de son orbite elliptique, donc les forces de marée changent. Et cet allongement et ce rétrécissement comme ça fait que ça cracote un tout petit peu à ce niveau-là. Alors l'énergie libérée par les séismes, c'est 10-13 fois l'énergie libérée par la Terre, par les séismes terrestres. Comme la Lune est à peu près 100 fois plus petite, par unité de masse, la Lune libère 10-11, c'est-à-dire un 100 milliardième de fois moins d'énergie sismique que la Terre à unité de volume. Donc vraiment, c'est mort, la Lune. Et cette structure découle de son histoire. Quand elle a commencé, on verra pourquoi après, elle était entièrement fondue. Le fer, qui est le plus dense, fondu, il est tombé au milieu. Et c'est pour ça qu'on a un noyau de fer. Les silicates, les cailloux, sont mis au-dessus du fer. Et dans tous les minéraux qu'on cristallisait à partir de ce magma fondu, eh bien, les plus légers des silicates, c'est les feldspaths, qui sont montés en surface, comme les fraises à la surface d'un pot de confiture. Et ça fait la croûte anorthositique, un tas de feldspaths, un cumulat de feldspaths. Et puis l'olivine et le pyroxène, qui sont de densité intermédiaire, sont mis entre le fer et les feldspaths. Donc on comprend bien la structure, et la géochimie confirme en gros ce modèle. Si vous avez des questions, je pourrai répondre après. Revenons à mon problème. Pourquoi il y a des mers lunaires plus d'un côté que de l'autre? Alors,
les missions lunaires modernes, américaines, japonaises, indiennes, tout, sauf européennes, ont bien permis d'étudier la Lune. En particulier, il y a plein de satellites qui étaient en orbite polaire, c'est-à-dire qui passaient du pôle Nord au pôle Sud, pôle Nord au pôle Sud. Et comme la Lune tourne sur elle-même en 27 jours, eh bien, toute la Lune défilait régulièrement sous le satellite. Et le satellite, avec un radar, pouvait mesurer la topographie de la Lune. Il y avait des montagnes, des bosses, des creux. En étudiant la trajectoire précise du satellite, on pouvait étudier la gravité locale. Et quand on a la gravité et la topographie, on peut trouver l'épaisseur de la croûte. Alors voici le premier résultat, c'est l'altitude de la Lune. Alors l'altitude sur Terre, c'est par rapport au niveau de la mer. Il n'y a pas de mer sur la Lune. L'altitude, c'est par convention la différence entre un ellipsoïde de révolution. Si on est plus haut que l'ellipsoïde de révolution, eh ben on est dans les jaunes et rouges. Si on est plus bas, dans les verts et bleus. Sachant que l'ellipsoïde de révolution a un rayon polaire de 1735,97 km et le rayon équatorial est un tout petit peu plus grand, 1737,40 km. Donc ça, c'est le zéro, cet ellipsoïde-là. Et l'altitude, c'est l'écart par rapport à cet ellipsoïde. Alors voici l'altitude. Vous voyez qu'en gros, la face cachée est plus haute que la face visible, à une notable exception près. Le deuxième résultat, c'est l'épaisseur de la croûte. C'est la gravité. Quand c'est jaune, la gravité est faible. Quand c'est bleu, la gravité est forte. Et vous voyez qu'en gros, la gravité est plus forte sur la face visible que sur la face cachée. Or, les variations de gravité, à quoi elles sont dues? Elles sont dues aux variations de relief. Si vous avez une montagne, ça fait une masse, ça attire. Donc vous avez un excès de masse. Mais elles sont dues également aux variations d'épaisseur de la croûte. Les feldspaths, c'est moins dense que le manteau qu'il y a dessous. Si la croûte est épaisse, ça fait une anomalie de masse négative. Donc l'épaisseur de la gravité dépend de la topographie, qu'on connaît, et de l'épaisseur de la croûte, qu'on ne connaît pas. Mais comme on connaît la gravité et la topographie, vous faites une soustraction, si je puis dire, et vous connaissez l'épaisseur de la croûte. Et vous voyez qu'en gros, la croûte est plus mince sur la face visible que sur la face cachée, à cette notable exception près, toujours. Donc la croûte est plus épaisse d'un côté que de l'autre. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi c'est plus épais d'un côté que de l'autre, ça fait partie des mystères de la géologie lunaire. Mais cette inégalité étant faite, il y a donc une asymétrie de répartition des masses, et à cause des phénomènes des marées, c'est normal que l'axe qui passe par le centre de gravité de la face lourde et le centre de gravité de la face légère soit dirigé soit vers la Terre, ou à l'opposé. La Lune ayant une face lourde, une face légère, la face lourde, c'est celle-là, la face légère, c'est celle-là. C'est normal qu'il y en ait une dirigée vers la Terre, ça aurait pu être l'autre, et l'autre à l'opposé. Ça aurait pu être l'autre solution, mais c'est une des deux solutions. Donc, l'inégalité d'épaisseur des croûtes n'est pas expliquée, mais quand on sait qu'elle y est, on comprend pourquoi la face visible et la face cachée sont bien dirigées par rapport à la Terre. Alors, une question que je pose en passant, y a-t-il des professeurs de SVT dans la salle? Ou y a-t-il des gens qui aiment les volcans dans la salle? Et à chaque fois qu'on va voir un volcan, quand vous allez à la chaîne des Puys, chez Auvergnat, on voit le volcan, on devrait se poser une question énorme. Un magma bien liquide, bien chaud, il a une masse volumique de 2800 kg par mètre cube. Les vieux communs par la densité 2,8. La croûte terrestre a une densité de 2700 kg par mètre cube. Un peu moins dense. Comment un liquide dense remonte-t-il à travers une croûte moins dense, à moins qu'il y ait un petit diable qui pompe en bas? Mais s'il n'y a pas de petit diable qui pompe, il ne va pas remonter très haut. C'est la même chose que vous avez une banquise, mettons 1 mètre d'épaisseur, la densité de la banquise, c'est 900 kg par mètre cube. Là, vous avez un phoque qui a fait son trou pour pêcher. À quelle hauteur va monter l'eau? Ben, alors, c'est un calcul que de mon temps faisait en secondes. Exact. Mais je ne rigolez pas, c'est vrai. Ça fait pleurer de voir ce qu'on fait en secondes maintenant. Il suffit d'écrire que la pression ici est égale à la pression là. Vous voyez qu'avec les densités que j'ai marquées, l'eau va monter à 90 cm de haut. Comme ça fait 1 mètre, ça va s'arrêter à 10 cm. Quand vous faites un trou dans une banquise, l'eau ne jaillit pas. Pourquoi le basalte jaillit-il? Si vous prenez la croûte terrestre avec les densités normales, une poche de magma que j'ai mis juste sous la croûte, vous faites un trou. Et s'il n'y a pas une pompe refoulante là,
eh ben, le liquide va monter, quand on fait le calcul, à 28,9 km par rapport à là, et comme la croûte en fait 30, dans cette hypothèse-là, ça va arrêter 1,1 km avant la sortie. Donc, à chaque fois que vous voyez un volcan sur un continent, vous devriez vous poser la question, pourquoi la lave monte? Alors, il y a des gens qui se posent la question, qui font une mauvaise réponse. Ils disent, c'est les gaz. Les gaz, c'est ce qu'on disait en 4e de mon temps. Alors maintenant, je ne sais plus ce qu'on dit en 4e. On dit, les gaz, ça fait des bulles, et comme quand on débouche une bouteille de champagne ou de Schweppes, les bulles entraînent. Ça serait vrai si, sous pression, les gaz sont solubles. Quand vous prenez une bouteille d'eau Perrier, une bouteille de champagne, si vous ne la débouchez pas, l'eau, elle ne monte pas. Enfin, le champagne ou le Perrier ne monte pas. Il ne monte que si vous faites baisser la pression. Or, faire baisser la pression, ça n'arrive que la pression, c'est le poids des colonnes. Ça arrive que quand le basalte arrive en surface. Une fois que le basalte est arrivé en surface, alors il perd ses gaz. Mais ce n'est pas les gaz dissous qui le font monter. Mais une fois qu'il arrive en surface, ça exagère la montée. Et puis le basalte, il peut monter très haut. Le plus haut volcan basaltique du monde, c'est le Kilimandjaro, 6 km. Il faut vraiment une pompe refoulante très forte pour faire monter du basalte à 6 km d'altitude. La pente très forte, c'est Archimède, un grec, c'est de la physique moderne, 5e siècle avant Jésus-Christ. Quand j'étais en seconde, on faisait des problèmes abominables, on avait des tubes en U, on mettait de l'eau, de l'huile et du mercure différents, et il fallait calculer les hauteurs des différentes interfaces. Tu as dû faire ça dans ta jeunesse, toi. Hein? Et alors là, c'est pareil, si par exemple je veux que le basalte affleure à la surface, quand il est dans la croûte, il a une flottabilité négative, c'est-à-dire que son poids est supérieur à la poussée d'Archimède. Par contre, quand il est dans le manteau, son poids est inférieur à la poussée d'Archimède, donc il a une flottabilité positive. Donc si je le mets à 36 km de profondeur, l'excès de flottabilité ici va composer le déficit de stabilité là et il va affleurer à la surface. Et donc je fais un calcul niveau seconde de mon temps, lycée Blaise Pascal, Clermont-Ferrand. Si je veux qu'il monte à 6 km, il faut que je fasse la fusion simplement à 70 km de profondeur et hop, ça monte à 6 km. Donc c'est très facile à expliquer. Et revenons à la Lune. Il se trouve que la croûte est plus épaisse d'un côté que de l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Si je fabrique ma fusion, alors j'ai décidé à 120 km de profondeur. Avec mes calculs de classe de seconde de 1900, en première 68, en 67 donc, en 67, je montre que le basalte peut monter jusqu'à 115 km. Là aussi. Mais là, 115 km, il s'arrête avant d'arriver en surface. C'est la face cachée. Là, 115 km, il sort et il peut faire des grands volcans. C'est la face visible et les mers. Donc on peut très bien expliquer pourquoi les mers d'un côté et de l'autre avec le programme de seconde de l'année 1967. Je vous assure que c'est vrai. Et c'est triste que les élèves de L3, maintenant, savent quasiment plus le faire. Alors il y a d'autres choses que l'épaisseur de la croûte qui varient. Là, ça analyse la teneur en thorium de toutes les roches lunaires, que ce soit des continents, des mers et tout ça. Et là, vous avez à peu près 1/6 de la surface de la Lune, qui est, on va dire, 6 fois plus riche en thorium que tout le reste. Que ce soit des continents, du basalte, etc. Et là, c'est un gros mystère. Comment ça se fait que la composition de la Lune soit régionalement si hétérogène? Ça ne dépend pas de la nature du caillou. Et là, c'est un des grands mystères. Bon. Pourquoi 1/6 sont-elles chimiquement différentes des 5 autres sixièmes? Non pas majoritairement. Le basalte ici ressemble beaucoup au basalte là. La mission Luna 16 soviétique a ramené du basalte d'ici. C'est le même qu'ici. Sauf que celui-là est 6 fois plus riche en thorium que celui-là. Le thorium, on peut l'analyser facilement de l'espace, parce que comme c'est radioactif, ça envoie des rayons gamma. Il suffit de la spectrogamma vue de satellite, et on connaît la teneur en thorium, parce que la longueur d'onde du rayonnement gamma du thorium n'est pas la même que celle du potassium, de l'uranium-235 et de l'uranium-238. Donc voilà, je résume l'origine du volcanisme récent. Une grande énigme. Une autre énigme, c'est l'origine de la variation d'épaisseur de la croûte, qui explique la répartition des mers, et l'origine de la variation chimique de la croûte inférieure du manteau de la source des basaltes. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Il faut retourner sur la Lune. On ne comprend pas tout. La tectonique. Quelle heure il est? Oh ben ça va. La tectonique sur la Lune. La tectonique, ça ne veut pas dire des plaques, ça veut dire les mouvements. On fait de la tectonique depuis bien avant la tectonique des plaques. La tectonique, c'est quand vous avez des mouvements qui se traduisent en surface par des structures géologiques, des failles, des plis, des choses comme ça. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup de la tectonique sur la Lune, mais il y en a.
Si vous avez la mer des Humeurs, un énorme cratère de météorites rempli par du basalte, hein, c'est classique, la mer des Humeurs, si on regarde ici, on devine déjà ici des traits concentriques. On va regarder, vous avez les traits concentriques. Et ces traits concentriques, c'est des failles, on va le voir en détail. Et vous voyez que ces traits concentriques, ils sont concentriques à la mer. Vous avez le grand cratère rempli de basalte, et les failles font le tour, comme ça. Alors, voilà, les failles. Et des failles, là, le géologue, il sait bien voir ça. Je ne vais pas vous expliquer comment. Je pourrais vous faire un cours de tectonique dans 3 ans. C'est des failles qu'on appelle normales. Elles n'ont rien d'anormal. Normales, les autres ne sont pas normales. Mais pour faire ces failles de ce type-là, il a fallu tirer, comme ça. Alors, ça fait des graben caractéristiques d'une extension. Et l'extension est radiale à la mer des Humeurs, puisque les structures, les graben sont concentriques. Alors je vous montre, comme c'est beau, il faut quand même se faire plaisir de temps en temps. Regardez ce beau graben, hein. C'est beau quand même. Hein. Alors pour les étudiants dans la salle, là vous avez une petite bosse, et vous voyez que le graben s'élargit quand il traverse la bosse par rapport au vrai, et la règle du V dans les vallées permet de montrer que le pendage des failles c'est comme ça, donc c'est une faille normale. C'est de la géologie de base. Ça c'était le programme de L1, de mon temps. Alors regardez comme c'est beau. Alors des fois, le long de ces failles, il y a des fissures ouvertes, alors il y a des trous, soit c'est des effondrements, c'est-à-dire que dans la faille ouverte, il y a une fente ouverte et le matériel est descendu, soit éventuellement, ça peut être des cratères volcaniques, mais c'est plus probablement des cratères de soutirage, qui a des fractures ouvertes sous ce graben. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Autre structure tectonique, là on change de mer, on va voir la mer de la Sérénité. Vous avez la mer de la Sérénité et vous avez des espèces de plis là qu'on voit. Alors on va agrandir ce coin-là. Alors sur le bord de la mer, mais ça on connaît, on voit les graben. On les a déjà vus. Et puis ils sont concentriques. Et puis vous avez ces espèces de plis, de machins là comme ça, qui ont l'air plus ou moins concentriques dans la mer. Vous voyez, concentriques, alors des fois c'est un peu radial, mais vous avez ces trucs-là. Alors ça on dirait des anticlinaux. Je rappelle ce que c'est qu'un anticlinal, c'est quand vous poussez et que vous faites un machin comme ça. Et est-ce que c'est vraiment un anticlinal? En surface, ça en a l'air, mais en profondeur, Apollo 17 avait un radar qui pouvait matérialiser les différentes couches de basalte dans les mers quand il y avait probablement une épaisse couche de cendres qui séparait des empilements de basalte lave, là il y avait des couches de cendres. Et vous voyez que les couches de cendres, quand on traverse, ça c'est la trajectoire d'Apollo 17, les couches de lave sont défléchies exactement comme un anticlinal théorique. L'anticlinal théorique est ce qu'on voit. Et pour faire ça, il faut raccourcir. Alors c'est fou. Ici, on raccourcit, et là, on tire. Comment faire ça? Ben, c'est facile. Vous avez un grand trou, un grand cratère qui a fait un trou, il y a 3,9 milliards d'années, mettons. 500 millions d'années plus tard, ce trou est envahi par du basalte. Bon, le trou, je mets du basalte. C'est lourd de basalte, mettons que j'en mette 10 km. Comme c'est lourd, ça va fléchir le fond du trou. Quand vous fléchissez une surface, comme ça, là, je fléchis, la surface, ici, est plus petite que là. Donc, je fais une espèce de compression parce que je diminue la surface. Ce qu'on appelle, vous pouvez essayer de prendre quelque chose, vous le tordez comme ça, prenez une éponge, hein, vous la mouillez, vous la tordez, le côté concave va se plier. Par contre, le côté convexe, surtout si votre éponge est vieille, ça va craquer, ça va s'ouvrir. Donc, vous enfoncez la mer à cause du basalte. L'intérieur se fléchit, ça fait de la compression. Une autre expérience que vous faites ce soir, vous vous asseyez sur le bord de votre lit. Surtout si vous êtes gros comme moi, là où vous vous asseyez, ça va s'enfoncer. C'est comme ça. Mais sur les bords, ça va remonter. Moins que ça s'enfonce, mais il y aura une remontée sur les bords. Une remontée, c'est comme ça. Et là, vous avez de l'extension qu'on appelle à l'extrado, alors que là, vous avez de la compression à l'intrado. Donc, c'est des mouvements verticaux dus à un réajustement dû à la forte masse du basalte qui fait cette tectonique en extension,
en périphérie et en compression à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un buzz médiatique en 2010, c'était pendant l'été, ils en avaient marre de parler du monstre du Loch Ness. Alors, ça c'est ici à l'espace, et si la Lune rétrécissait? Science et avenir. Non, science et avenir. La Lune a rétréci et rétrécit peut-être encore. Qu'est-ce que c'est ce machin-là? Vous vous rappelez de ce buzz médiatique en 2010? Oh, il y en a quand même qui étaient nés en 2010. Alors, qu'est-ce qu'on a vu de nouveau en 2010? Alors, on a vu des structures qui étaient bien connues, mais on en a vu avec la mission LRO, c'est un satellite qui marche encore très bien, qui a fait des photos d'excellente résolution. On a vu des structures connues, mais qu'on pensait peu nombreuses, on en a vu beaucoup. Par exemple, celle-là a été publiée en mai 2019. Vous avez tout un compartiment ici qui a l'air de s'avancer sur l'autre. Pour des géologues, on appelle ça une nappe de charriage. Il y a ça qui s'avance là-dessus, une faille inverse. Alors là, c'en est une autre. Alors, comment fait-on ces structures? C'est de la géologie de base. Ça, c'est niveau L1 aussi. Vous avez la structure compressive, vous avez une faille en compression, avec un compartiment qui glisse et qui passe par-dessus et qui a tendance à chevaucher l'autre. Alors, le raccourcissement, ça chevauche, mais de combien? Alors, il y a des endroits, par exemple dans les Corbières, où on a une nappe de charriage avec des tas de roches, on peut s'apercevoir que ça chevauchait à l'horizontale d'au moins 50 km. Là, de combien? Alors, il faut regarder les cratères qui font des marqueurs. Vous avez une de ces failles chevauchantes ici, on va regarder le secteur B, c'est celui-là. On va regarder le secteur C, qui est un détail, c'est celui-là. Regardez, là, il y a un cratère. Il en manque la moitié. Alors, le chevauchement est supérieur ou égal à la moitié du cratère en amplitude. Et en faisant des statistiques sur la taille des cratères dont il manque, on connaît la taille des cratères, on peut estimer pour chaque chevauchement l'amplitude du raccourcissement. Alors, les nouvelles structures, on les connaissait ces structures, même la première que je vous ai montrée, Apollo 17, s'était posée à côté, on la connaissait bien, mais LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, en a vu beaucoup plus, il en a vu un peu partout. Et elles sont jeunes, moins d'1 milliard d'années. Et contemporain de ces structures en compression, moins d'1 milliard d'années, on n'a pas trouvé de structure en extension, de même âge, qui compenserait le raccourcissement. Si ça se raccourcit quelque part, puis que ça s'étire ailleurs, bon, c'est mouvement. Mais si ça se raccourcit ici sans s'étirer, c'est que la Lune rétrécit. D'où le buzz médiatique. Alors ici, c'est dans une version beaucoup plus sérieuse. Hein. C'est un article de Science qui date de, je ne sais pas où est la date, de 2010, voilà. Evident fluorescent thrust faulting on the moon. Alors, comment on explique ça? Eh bien, c'est comme ça qu'on expliquait en 1930 et quelques l'origine des montagnes sur la Terre. 1930 et quelques, parce que la photo suivante, je montre une copie du livre de 4e de mon papa, qui est né en 1921. Donc, il est en 4e en 1935 à peu près. Et on disait la chose suivante. On disait qu'au début, la Terre, c'était comme une étoile. Puis elle s'est refroidie. L'intérieur est resté mou. Il y avait une croûte de roche primitive. L'équivalent de la roche primitive, ça serait la peau de la pomme, qui est faite d'une substance qu'on appelle la subérine, c'est du liège. Et puis, ça continue à refroidir. Alors, les roches primitives ou la peau de la pomme a sa surface, et comme elle est froide, elle ne refroidit pas beaucoup, donc sa surface est conservée. Par contre, l'intérieur continue à se refroidir, donc l'intérieur se contracte, et si vous avez l'intérieur qui se contracte, soit parce que la pulpe se dessèche, la pulpe de la pomme, soit parce que les matières en fusion de la Terre continuent, vous voyez, l'éducation nationale avait déjà du retard, on sait que la Terre est solide depuis Newton, en gros, et la preuve sismologique depuis 1889, et en 1935, dans un livre de 4e, on mettait matière en fusion, mais on expliquait comme ça les montagnes de la Terre. Bon, c'était le début du XXe siècle. La Terre se refroidissait, se contractait. Alors même si la Terre se refroidit encore, la contraction, qui existe peut-être, est totalement négligeable par rapport au mouvement des plaques. Et donc, s'il y a ça sur la Terre, on ne peut pas le voir.
Mais c'est comme ça qu'on expliquait, en 1935, en 4e, l'origine des montagnes de la Terre. Alors, dans le Science, ils ont fait un calcul. On peut extrapoler l'ampleur du raccourcissement. Parce qu'on a vu la diminution de la surface, parce qu'il y a des cratères. S'il y a une diminution de la surface, on dit que c'est parce que le rayon a diminué. Or, il y a une relation entre le rayon et la surface. Alors, la surface d'une sphère, on faisait ça, c'est M1, c'est M2, je ne sais plus. Si. 4 tiers de pi r cube, on apprenait ça à l'école primaire. Hein. Maintenant, ça plus que ça qu'un cube à l'école primaire. Alors, on voit que, grosso modo, depuis 1 milliard d'années, le rayon de la Lune a perdu une centaine de mètres. Pour beaucoup, 100 mètres. Ce qui fait, en moyenne, 10 cm par million d'années. Pour beaucoup. Alors, cette diminution continuerait encore. On peut suivre à quelques estimations. Je vous passe le calcul. Globalement, pour faire cette diminution de 100 mètres simplement par refroidissement, on voit qu'il suffit que l'intérieur de la Lune perde 10 degrés par million d'années. Par milliard d'années. D'après cette estimation, il suffit que la Lune perde 10 degrés par milliard d'années pour expliquer les structures. La Terre, on peut estimer son refroidissement, c'est à peu près 100 degrés par milliard d'années. Donc la Terre, qui est plus chaude, se refroidit plus vite, aujourd'hui, que la Lune qui est froide, qui se refroidit plus beaucoup. Alors, retour à l'escarpement Lincoln, qu'on a vu au début. Là, l'escarpement Lincoln, c'est celui-là, qui est beau, là, juste à côté d'Apollo 17. Apollo 17 s'est posé à côté. Il est là, l'escarpement Lincoln. Et on ne savait pas trop quoi en faire, mais comme on en a vu d'autres, et puis qu'on a pu prouver, pas forcément ici, que c'était des structures de raccourcissement, on a dit ça, c'est une structure de raccourcissement. Et on sait depuis Apollo 17, qui s'est posé là, que sur cette pente, il y a quelque chose qui a déclenché des éboulements. C'était une grande surprise. Apollo 17 a montré ses photos. On voyait des gros blocs, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, qui ont dévalé la côte, comme si il s'est passé quelque chose qui avait ébranlé cette montagne lunaire et qui a fait des éboulements. Et c'est juste à côté de quelque chose qu'on interprète maintenant comme une faille de compression et qui est jeune. Et ce qu'on dit, c'est quand cette faille a joué, la dernière fois, peut-être 300 millions d'années, je ne sais pas, ça fait un tremblement de lune qui a fait des éboulements qu'on voit ici. La réinterprétation moderne d'une photo qui date, Apollo 17, de 1972. L'eau sur la Lune. Je peux continuer encore? L'eau sur la Lune. L'eau sur la Lune, c'est simple, il n'y en a pas. 120 degrés le jour, moins 150 la nuit, pas d'atmosphère, il ne peut pas y avoir d'eau. Même si vous en mettez la nuit, un glaçon la nuit, dès que le jour se lève, hop, il se sublime et disparaît. Il n'y en a pas, mais Hergé en mettait. Il en mettait où? Dans une grotte. Alors d'abord, il raisonne, il voit des stalactites et des stalagmites. Voilà la preuve qu'à une certaine époque, il y a eu de l'eau sur la Lune. Hergé ne connaissait pas les tunnels de lave. On peut lui reprocher. Et puis, il en mettait sous forme d'eau solide, parce que vous savez, il y a Milou qui fait un peu le con, et qui tombe dans une crevasse, Tintin va le chercher. Le problème, c'est que dans le fond de la crevasse, c'est plein d'eau, et Tintin a du mal à remonter. Donc, il y a de la glace sur la Lune. D'après Hergé. Et pourquoi Hergé met de la glace sur la Lune? Parce qu'il fait le raisonnement faux suivant. Il dit, la nuit, ça on le savait à l'époque, il fait moins 150 degrés. Il peut y avoir de la glace à moins 150 degrés. À l'ombre, il fait moins 150. Dans une grotte, on est à l'ombre. Donc, il doit faire moins 150. Donc, il peut y avoir de la glace. Pourquoi est-ce qu'il avait tort? Alors, je pose une question, essayez de répondre. Quelle est la température dans une grotte sur Terre? Répondez intelligemment. Quelle est la température? Oui. 16. Où? Moi, je suis allé dans des tombeaux en Égypte qui sont comme des grottes, il faisait 25. Je connais quelqu'un qui fait de la spéléologie à Cuba. C'est très chaud, très humide, il y a des chauves-souris qui se développent, donc il y a plein de champignons. Il fait 30 degrés dans les grottes de Cuba. Donc je repose ma question, quelle est la température dans une grotte? Je n'ai pas dit chez nous. C'est la température moyenne jour, nuit, été, hiver de l'endroit. 30 degrés au Gabon, moins 10 au nord de la Sibérie.
Effectivement, chez nous, c'est 14-15 degrés. Or, voilà donc la température, c'est la moyenne, etc. Bon. C'est pour ça que dans nos caves, on peut faire vieillir du vin, parce que la moyenne entre l'été et l'hiver, ça fait 12-15 degrés, ce qui permet de bien faire vieillir le vin. Alors par contre, si vous avez une grotte donc, dans un pays très froid, en montagne, près des pôles, là, il gèle tout le temps. Ben, sur la Lune, il fait plus 120 le jour, moins 150 la nuit, la moyenne c'est moins 15. Donc on va dire moins 15, il peut y avoir de la glace. Oui, mais moins 15 dans le vide, la glace se sublime très vite. De l'ordre de quelques mètres par siècle. Si vous mettez un glaçon d'1 mètre à moins 15 degrés dans le vide, en moins d'un siècle, il aura disparu par sublimation. Comme de la neige carbonique, si vous mettez de la neige carbonique ici, rapidement elle se sublime. Donc, comme la température moyenne de la Lune c'est moins 15, il ne peut pas y avoir d'eau dans une grotte lunaire, sauf si on l'a mis très récemment. Donc Hergé s'était lourdement trompé. Mais alors, au pôle de la Lune a un axe de rotation perpendiculaire à son orbite. Donc le Soleil arrive toujours de façon rasante au pôle. Ce qui n'est pas le cas sur la Terre à cause de l'inclinaison de l'axe. Donc s'il arrive rasant, s'il y a un trou au pôle, un cratère, le fond du cratère est dans la nuit perpétuelle. Et dans la nuit perpétuelle, quand on fait des calculs de Stéphane, Boltzmann, Cornoire et tout ça, on voit que la température peut être inférieure à moins 200 degrés. Et à moins 200 degrés, si on met de la glace, c'est pas 1 mètre par siècle qu'elle va sublimer, c'est 1 mètre par 10 milliards d'années. Donc, il pourrait y avoir de la glace. Mais comment voir dans ces trous noirs que sont les cratères polaires? Alors voilà, ça c'est pas sur la Lune, c'est sur Cérès, mais c'est pour montrer la situation, c'est un cratère qui est juste au pôle. Et là, une sonde américaine, la sonde comment s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, a photographié plein de photos pour montrer une journée de Cérès. Et vous voyez le fond du cratère qui est au pôle, le fond du cratère est dans la nuit perpétuelle. Donc, au fond de ce cratère, là où je mets ma poche verte, il fait moins 200 degrés. En théorie. Est-ce que c'est vrai? Ben, avec l'infrarouge, c'est très facile de mesurer la température le jour ou la nuit. Alors, vous savez, la température la nuit, alors la nuit fait vraiment très froid, hein, vous avez donc comme ça. Et au pôle, il fait encore plus froid. Et le jour, eh bien, les taches violettes et bleues, c'est qu'il fait froid, même le jour. Il fait entre 40 et 80 degrés K, c'est-à-dire on va dire moins 200 degrés, dans les cratères polaires. Donc, s'il y a de la glace, elle peut y rester. Mais d'abord, d'où elle viendrait, cette glace? Ben, la Lune, comme la Terre, reçoit des corps riches en eau. Un certain type de météorites, qu'on appelle les chondrites carbonés, qui contiennent jusqu'à 10% d'eau, et puis les comètes, qui contiennent jusqu'à 60-70% d'eau. Si une comète tombe sur la face nuit de la Lune, la chaleur de l'impact va la vaporiser. Et l'eau, vapeur, va sans doute retomber sous forme de givre. Donc il y aura le givre. Mais dès que le Soleil se lève, le givre va se sublimer, sauf si du givre est tombé dans un cratère polaire. Et il restera. Donc il pourrait y avoir de l'eau, on sait d'où elle viendrait. Y en a-t-il? Comment savoir s'il y en a? Grâce à une particularité de la Lune qui n'a ni atmosphère ni champ magnétique. Sur la Terre, vous avez une atmosphère, vous avez un champ magnétique. Quand vous avez des rayons cosmiques très énergétiques, parce qu'une supernova qui explose quelque part dans la galaxie ou même ailleurs, vous avez des rayons cosmiques qui arrivent sur la Terre, une bonne partie est déviée par le champ magnétique, ceux qui ne sont pas déviés parce qu'ils sont trop énergétiques sont plus ou moins arrêtés par l'atmosphère, et il n'en arrive pas beaucoup à la surface. Il arrive un peu, mais pas beaucoup. Sur la Lune, pas de champ magnétique, pas d'atmosphère, les rayons cosmiques arrivent à la surface. Et quand vous bombardez des cailloux avec des rayons cosmiques hautement énergétiques, ça fait des tas de réactions nucléaires, et ça réémet des neutrons, entre autres. Ça réémet plein de choses, donc des neutrons. Et ces neutrons, ça produit des neutrons que j'appelle rapides. Ils sont très énergétiques. Mais si vous avez de l'eau dans le sol de la Lune, l'eau contient de l'hydrogène. L'hydrogène contient du deutérium. Et le deutérium, ça ralentit les neutrons. Pour faire les premières bombes atomiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, on avait besoin d'eau lourde. Il y a même un film qui a été fait qui s'appelle La bataille de l'eau lourde, parce qu'on ne voulait pas que les méchants Allemands fassent une bombe atomique. La seule usine qui fabriquait de l'eau lourde était en Norvège, occupée par les Allemands. Donc des commandos anglais sont allés faire sauter cette usine pour que les Allemands n'aient pas d'eau lourde. Ça devait rester américain. Ils en ont fait un excellent usage.
Donc, s'il y a de l'eau dans le solde lunaire, ça ralentit les neutrons, et on a des neutrons lents, alors qu'il n'y a pas de l'eau, des neutrons rapides. Il n'y a qu'à carter avec un satellite qui est en orbite polaire autour de la Lune l'énergie des neutrons réémis par le sol lunaire. Là, c'est donc le pôle sud de la Lune, une mosaïque de photos qui montre le pôle sud de la Lune à différentes heures de la journée. Les cratères tout noirs, ils sont toujours noirs. Et c'est dans ces zones toujours noires que les neutrons sont ralentis. Ça veut dire qu'il y a là-dedans un corps hydrogéné. Ça peut être de la glace d'eau, mais ça peut être en toute rigueur de la crème chantilly qui est très riche en hydrogène. Donc, on voit un composé hydrogéné. Est-ce que c'est de l'eau? Vous voyez la démarche scientifique. Alors, une sonde japonaise a survolé le pôle sud. Il y a ce cratère qui est juste au pôle sud. Hein, le cratère Shackleton, il est là. Le pôle sud est juste là. Et ce cratère, le fond est toujours dans le noir. Donc, il pourrait y avoir de l'eau. Il y a une partie du cratère qui est éclairée par le soleil rasant. Cette partie-là est éclairée par le soleil rasant qui est par... Et si on surexpose violemment, cette partie éclairée par le soleil éclaire un petit peu la partie noire. Et en surexposant violemment, on voit le fond du cratère. Et le fond du cratère n'est pas blanc. Enfin, il est aussi gris que le reste. Or, le reste, on sait qu'il n'y a pas de glace. Donc, il n'y a pas de glace vive, de glace propre dans le fond de ce cratère. S'il y a de la glace, elle est sale, mélangée à de la poussière, il n'y a pas de glace blanche. Alors, les Américains envoyaient un moyen, donc toujours très délicat, les Américains. Ils ont envoyé une sonde, qui s'appelle L-Cross, que vous avez là. Et la sonde a été lancée par une fusée qui avait un 3e étage. Et le 3e étage, ils ont bien fait leur orbite, était juste devant. Et le 3e étage s'est écrasé sur la Lune, c'était volontaire, dans un cratère toujours dans le noir. Ça fait une boule de feu, un nuage, et la sonde L-Cross a analysé spectralement le nuage. Alors, voilà là où est tombée la sonde. Ce que vous voyez là, c'est le nuage de poussière, qui était dans le noir, mais qui est monté à plusieurs kilomètres d'altitude, et qui est sorti au soleil. Là, c'est un gros plan. Il faisait quasiment 5 km de diamètre. Vous voyez, comme ça. Alors, vu la masse de l'impact, la vitesse, etc., ça a dû faire un cratère de 20 mètres de diamètre pour 3 mètres de profondeur. Et le panache de poussière là, qui dépasse, correspond au plus fin débris issus du Soleil. Et ma sonde L-Cross a analysé spectralement ce nuage de poussière. Alors là, vous avez en rouge les spectres dans l'infrarouge des roches de la région. Et les données observationnelles sur le panache, vous avez 2 bandes d'absorption, une ici et une là, et ça correspond aux bandes d'absorption de la vapeur d'eau. Donc là, c'est sûr, il y a de la vapeur d'eau dans ce gros nuage, c'est pas de la vapeur de chantilly, c'est de la vapeur d'eau. Il y a peut-être de la chantilly, mais là, on ne voit pas les restes spectrales. Donc ça, c'était un résultat préliminaire. Le résultat, dans la revue Science, c'est que grosso modo, le sol dans ces cratères lunaires contient en gros 5%, vous voyez les incertitudes, c'est 5,6 plus ou moins 2,9, on dirait à peu près la prévision de croissance au point économique des politiques ou des économistes. Mais enfin ça c'est une mesure, c'est pas une élucubration. Donc en gros 5% d'eau dans la poussière du sol des cratères lunaires qui sont toujours dans le noir. Alors là c'est un résultat plus récent, obtenu en août 2018 par un spectro américain qui était sur un orbiteur indien. Tout le monde va sur la Lune, sauf l'Europe. Nous avons les dirigeants que nous méritons. Je rappelle que c'est nous qui les élisons. Donc, il ne faut pas se plaindre. C'est un nous démocratique. Et toutes les taches bleues sont des endroits, alors ça c'est le pôle sud, ça c'est le pôle nord, où il y a de la glace, disons, dans les 2 premiers mètres du sol lunaire. Dernier truc, l'origine de la Lune. Alors, jusqu'au XVIIe siècle, il n'y avait pas de problème dans le monde chrétien, le monde musulman, tous ceux qui croient à la Bible, à la lettre, à la Genèse, c'est la même dans les 3 religions monothéistes. L'origine de la Lune, c'était Dieu qui l'avait faite, le 4e jour de la création, en même temps que le Soleil. Et ça, c'est une peinture de Michel-Ange, qui voit Dieu. Je ne sais pas pourquoi il y a des fesses, quelqu'un montre son cul à Dieu, mais enfin bon... c'est la chapelle Sixtine, hein. Et là, Dieu fait le soleil et fait la lune. Ce qui montre qu'interpréter la Bible à la lettre, c'est un problème, parce que qu'est-ce que c'est que le jour à l'époque de la Bible?
c'est le moment entre deux levées du soleil. Parce que la Terre est plate, le soleil tourne autour de la Terre, et le jour, c'est le moment... Bon, le jour ne peut pas se lever avant le 4e jour de la création, puisque Dieu a fait la lune et le soleil le 4e jour. Mais ça commence le 1er jour, où vous faites le Fiat Lux et tout ça. Et puis le 2e, et puis le 3e, c'est quoi le 2e jour, quand il n'y a pas de soleil? Si c'est Dieu qui a parlé à Moïse ou à je ne sais pas qui, il n'a pas tout compris. Hein. Il faut qu'il revoie. Là, je vais être brûlé. Hein. Alors, il y a plein d'histoires de naissance de la Lune, d'origine de la Lune dans la mythologie. Hein. Ça, c'est chez les Grecs. Séléné, c'est la Lune. Endymion, c'est un autre. Et le problème, c'est comment faire la Lune, parce qu'elle pose un certain nombre de problèmes que ne posent pas les satellites, par exemple, de Jupiter ou de Saturne. C'est que l'orbite de la Lune est en dehors du plan équatorial de la Terre. La densité de la Lune est beaucoup plus faible que la densité de la Terre, c'est-à-dire qu'elle contient beaucoup moins de fer. Par contre, chimiquement et mieux isotopiquement, la Lune est très semblable à la Terre. Et puis la Lune s'éloigne de 3 à 5 cm par an de la Terre. Il faudra qu'on explique l'origine de la Lune, et que l'origine de la Lune, le scénario qu'on propose, explique entre autres ça. Alors, je vous ai dit, le plan de l'orbite de la Lune est incliné de 18 degrés 30 minutes par rapport au plan de l'orbite de la Lune. L'équateur terrestre, plan de l'orbite de la Lune. La Lune est presque, 5 degrés près, dans le plan de l'écliptique. Les satellites des autres planètes sont dans le plan équatorial de leur planète. Sauf Triton, il est vrai. Triton, qui, comme chacun sait, est un satellite de Neptune. La Lune contient proportionnellement beaucoup moins de fer que la Terre. Là, j'ai remis les planètes à la même taille, qu'elles n'ont pas. Là, j'ai dû multiplier la taille de la Lune par 3,66 pour que ce soit pareil. Vous voyez que le noyau de fer de la Terre, proportionnellement, est beaucoup plus gros que le noyau de fer de la Lune. Comment ça se fait que deux corps qui sont dans le même coin du système solaire aient une chimie aussi différente? Alors, troisième chose, la chimie, en gros, est tout à fait différente. Il y a beaucoup moins de fer sur la Lune que sur la Terre. Mais quand on regarde les isotopes, alors là, c'est les isotopes de l'oxygène. Tous les isotopes de tous les corps naturels de la Terre sont sur cette droite-là. Alors, je ne vous dis pas ce que c'est quelque chose en fonction de quelque chose. C'est l'anomalie, le rapport des isotopes 17, oxygène 17 par rapport à oxygène 16, et là, par rapport à oxygène 18 par rapport au 16. Tous les échantillons de la Terre sont là. Le caviar que vous avez mangé lors des noces d'or de vos parents, tous les cailloux, même Macron, il est sur cette droite. Si vous prenez les corps du système solaire qu'on peut analyser, les météorites, eh bien, les météorites venant de Vestale sont là, des différentes classes de météorites martiennes sont là, les météorites H sont là, L sont là. Les météorites ne sont pas sur ce qu'on appelle la droite de fractionnement terrestre, et les échantillons lunaires sont sur la droite de fractionnement terrestre. Isotopiquement, la Lune et la Terre, c'est pareil. Et puis, la Lune s'éloigne de 3,8 cm par an, en moyenne, depuis 1969. Avant, on ne sait pas. Mais depuis 1969, on a mis des réflecteurs laser sur la Lune. Il y en a 3 ou 4. Il y en a 3 qui marchent encore très bien. Et il suffit, entre guillemets, de mettre un laser au foyer d'un télescope, d'éclairer la Lune, de mesurer le temps retour. Alors, il n'arrive pas beaucoup de photons, mais vous arrivez, connaissant la vitesse de la lumière, faites une division. Ça, c'était division en 2 chiffres, c'était un programme de cours moyen, première année, division en 2 chiffres. Ou même CE2, avec les virgules, c'était pas facile, hein. Il y avait les restes et tout ça. On pouvait calculer les distances. Et la Lune était donc beaucoup plus proche de la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Alors, les vieux se rappellent que quand on est allé sur la Lune en 69, on disait on va enfin comprendre l'origine de la Lune. On proposait 3 théories pour expliquer l'origine de la Lune, et dit avec les données, on va pouvoir choisir. On disait par exemple, la Lune au départ, elle tournait très vite sur elle-même. Donc par effet de force centrifuge, il y a un morceau qui est parti. Et puis voilà. Le monsieur qui a émis cette théorie, un des premiers, c'est Darwin, le fils du Darwin, le géologue biologiste. Et c'était dans la fin du 19e siècle. Il a même dit l'endroit d'où la Lune est partie, la cicatrice, c'est l'océan Pacifique. Bon, on ne connaissait pas la tectonique des plaques à l'époque, c'était totalement illégitime. Alors ça ne marche pas très bien parce que dans ce cas-là, la Lune devrait être dans l'équateur de la Terre. Donc ça ne marchait pas bien.
Alors on disait, la Lune, c'est accrété en même temps que la Terre. Dans ce coin-là du système solaire, il y a plein de météorites qui sont tombés les uns sur les autres. La Lune et la Terre sont accrétées d'une espèce de planète double. Mais si c'est accrété dans le même coin du système solaire, on devrait avoir la même proportion fer-silicate dans les deux corps. Or, ce n'est pas le cas. Donc ça ne marchait pas bien. Alors on disait, c'était l'hypothèse qui avait les faveurs à l'époque, il y a une proto-lune qui est arrivée de loin, et qui est passée, qui a été capturée par la Terre. Alors on a rapidement montré que si la Lune était capturée par la Terre, ça l'a cassée en 1000 morceaux par effet de marée, mais les morceaux pouvaient rester et faire une Lune reconstituée. C'était possible, avec la mécanique qu'on connaissait dans les années 70. Et comme dans les années 70, on ne savait pas que la Lune avait exactement la même composition isotopique que la Terre, ça marchait très bien, elle était on disait, ça doit être différent, hein, donc il y a moins de fer, ça ne doit pas être les mêmes isotopes. La Lune s'est passée, elle s'est cassée en 1000 morceaux, s'est reconstituée. On a ramené des cailloux, et ça ne marche pas parce que la composition isotopique de la Lune est la même que celle de la Terre. Et il a fallu attendre donc 75 pour que quelqu'un propose une idée en disant que, 75 il y a longtemps, hein, la Lune est née d'un choc titanesque entre la Terre, déjà faite et déjà différenciée, et un corps qui avait à peu près la taille de Mars, qu'on appelle Theia, qui a heurté tangentiellement la toute jeune Terre. La Terre avait 20 à 50 millions d'années, hein, c'est il y a très 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 longtemps. Alors voici une image dessinée de ce choc terrible. Et les débris de Theia et de la Terre se sont mélangés. Une bonne partie de ces débris est retombée et s'est mélangée avec le manteau terrestre qui était complètement refondu à l'époque. Et une autre partie des débris est en orbite autour de la Terre, plus ou moins dans le plan de l'écliptique et non pas dans le plan de l'équateur. Et c'est ces débris qui se sont réassemblés pour faire la Lune. Et comme une bonne partie du manteau, au moins l'extérieur du manteau de la Terre, s'est fait de la même façon, on explique pourquoi tout ça a la même géochimie isotopique. Alors ça, c'était qualitatif dans les années 75. Alors depuis, on a perfectionné les ordinateurs et à défaut de simuler le choc expérimentalement, on a simulé le choc par informatique avec également des expériences analogiques de mécanique fluide, de plus en plus complexes depuis 40 ans. On part de cette hypothèse, on a une proto-Terre, un proto-Theia. Peut-on les faire se rentrer dedans pour qu'au final, on ait la Lune telle qu'on la connaît, avec son orbite, sa chimie, etc. Eh bien, on y arrive. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça veut dire que c'est vraisemblable. Et avec différentes... et encore quelques problèmes, ça marche à peu près. C'est vraiment la seule façon aujourd'hui qu'on ait d'expliquer la Lune. Alors, il y a des petites variantes, mais en gros, on va dire que c'est ça, parce que je parle déjà depuis 1h32. Donc la conclusion de tout ça, c'est bien que la Lune soit a priori encore très simple, qu'elle soit le mieux connu de tous les corps du système solaire. Il reste encore plein d'inconnus quant à sa structure, son activité, ses gaz, son origine, point de suspension. Il faut y retourner et il faut envoyer des géologues, pas des pilotes de chasse. Au début, c'est normal, c'était des pilotes de chasse. Il y a un géologue qui est arrivé sur la Lune, un des cosmonautes d'Apollo 17. Sinon, c'était des pilotes qui avaient fait une formation accélérée en géologie. Pas 15 jours de géologie, comme moi, si on me donnait 15 jours de Nantes maintien à bonne manière. Je me vois mal faire des machins sur la Seine. Donc, il faut y retourner. Et tout le monde a compris qu'il fallait y retourner sur la Lune, même les Chinois, même les Indiens, sauf les Européens. Et la preuve que, là, les Chinois ont posé un robot mobile, Chang'e 4, sur le premier à s'être posé sur la face cachée, qui s'est posé le 3 janvier 2019. Et voici, alors ils n'ont vraiment pas beaucoup donné de résultats, mais on le voit qui sort et qui se promène. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Quand on dit on ne sait pas trop ce qu'il fait, on sait où il va, parce que les Américains espionnent. Ils ont Lunar Orbiter LRO. Et vous savez, quand on a dit personne ne se n'intéresse à la Lune, voilà. Alors ça, c'est avant l'atterrissage de Chang'e 4, donc c'est le 8 décembre 2018. Février 2019, il est là, Chang'e 4. 1er février, là, il part, il est là, et le 1er février, il a fait ce trajet-là, vous voyez. Là, vous avez la taille, l'échelle. Là, c'est le 28 février, au bout d'un mois, il s'est un peu déplacé, il est là. Donc, on peut suivre
ou là où il va. Ce qui fait, ça, la résolution n'est pas assez bonne pour savoir ce qu'il fait. Donc, voilà, merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Je m'excuse, j'ai 4 minutes de retard par rapport à l'heure et demie prévue. Merci. Merci Pierre. Merci beaucoup. On va prendre des questions dans la salle. Donc, ce que vous faites, c'est que vous levez bien fort le bras, qu'on puisse vous Vous voir. pouvez éclairer la salle et moins m'éclairer moi. Je suis complètement ébloui. Et on vous tendra un micro. Vous ne parlez que dans le micro, Parce qu'on enregistre. Et puis surtout pour que tout le monde comprenne votre question. Alors, on va laisser les gens partir parce que ça fait du bruit. Enfin, les gens qui veulent partir. Il y en a qui ont des biberons à donner, tout ça. Une question quelque part? Il y en a bien quand même au moins une. Il y en a une là. Je ne sais pas si c'est moi qui ai raté, mais je ne sais pas si vous avez expliqué comment se formait le plagioclaste très particulier. Le quoi? La roche très particulière qu'on trouve sur la Lune. Alors, bah, je l'ai dit, mais peut-être trop vite. Tu as un bain de silicate fondu, de la lave, qui a en gros la chimie du manteau terrestre, qu'on va appeler une péridotite. C'est fondu. Ça refroidit, ça cristallise. Parmi les minéraux qui se forment, il y a les plagioclases. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et quelques étudiants pourraient dire que les plagioclases qui sont calciques, qui se forment à une température assez élevée, donc ils ne se forment pas trop tard, et ils sont plus légers que les autres, donc ils montent à la surface. Et ça fait une espèce d'écume. Tous les plagioclases, je ne sais pas, les 5% de plagioclases qu'il y avait, sont montés et on fait une couche de plagioclases quasiment pure. Sur la Terre, peut-être il s'est passé quelque chose comme ça, mais depuis la Terre a tellement mijoté, tourné, qu'on ne connaît pas de cette croûte primitive terrestre. L'anorthosite qu'on connaît sur la Terre a une autre genèse. Là, au milieu. Pouvez-vous éclairer un peu plus la salle et un peu moins moi? Parce que je suis très ébloui, donc je ne vois pas la salle. Là-haut, oui. Voilà, là je vois mieux. Oui. Moi, ce que je voulais poser comme question, c'est qu'est-ce qui fait que la Lune s'éloigne petit à petit de la Terre? Alors, c'est, entre guillemets, très facile à comprendre. La Lune fait des marées sur la Terre. On le sait depuis les Grecs. C'est Pythéas, le premier Grec qui a passé les colonnes d'Hercule, Gibraltar, qui a vu qu'il y avait des marées, et qui a vu qu'il y avait une relation entre les marées et la position de la Lune dans le ciel. Donc les marées sont dues, entre autres, à la Lune. Les marées, ça frotte. Il faut imaginer la mer qui rentre, monte sur les côtes, ça frotte, ça fait des vagues, il y a une déperdition d'énergie. Même qu'on peut en retirer une petite partie avec les usines marémotrices. Donc, déperdition d'énergie, frottement, ça ralentit. Vous avez quelque chose qui tourne, une roue de vélo, frottez avec vos mains, ou que vous avez une brûlure sur vos doigts, ça ralentit la rotation. Donc, les marées ralentissent la rotation de la Terre sur elle-même. Le système Terre-Lune est isolé dans l'espace, comme un patineur qui tourne sur lui-même, il est isolé dans l'espace. On peut considérer que les frottements sont négligeables sur la glace. Si vous avez votre patineur ou votre patineuse qui écarte les bras, il ralentit. S'il rapproche ses bras, il accélère. Ce qu'on apprend en physique, c'est en terminale ça. Conservation du moment cinétique, de rotation. Alors vous pouvez faire l'expérience, qui n'est pas désagréable. Vous prenez une patineuse, vous lui demandez, qui tourne, vous lui demandez de laisser tous ses bras tout mous comme ça. Et vous mettez ses mains sur ses hanches et vous frottez. Vous la faites ralentir. Comment? Si elle est volontaire et majeure, pas de problème. Puis c'est une expérience de physique. Eh bien, je n'ai jamais fait l'expérience, mais normalement, si tout va bien, vous la ralentissez, ses bras vont faire ça. La Lune ralentit la Terre. La corollaire de ça, c'est que la Lune s'éloigne. Voilà pourquoi la Lune s'éloigne de la Terre. Alors, il faudrait que j'écrive des équations pour voir si c'est vrai qu'en frottant une patineuse qui tourne, ses bras s'écartent. Si quelqu'un connaît une patineuse suffisamment virtuose, et j'irai assez enveloppé pour que son bassin soit circulaire.
Parce que sinon, il y aura du mal à frotter. Y a-t-il une autre question? Ai-je répondu à la question d'abord? Y en a-t-il une autre? Oui. Là. Je sais pas où. C'est celui qui a le micro qui doit agiter. Voilà. Est-ce qu'on observe d'autres lunes ou planètes avec de la lave à la surface? Alors, évidemment, on observe le Mercure a de la lave à la surface, mais les volcans sont éteints. Vénus, il y a de la lave à la surface partout, et les volcans sont actifs. La Terre, n'en parlons pas. Mars a des volcans éteints, dont les plus gros du système solaire. Le satellite silicaté de Jupiter, Io, a des volcans qui crachent à plus de 200 km d'altitude. On a photographié des lacs de lave en fusion dont la lave a plus de 1300 degrés de température. S'il y a des géologues dans la salle, de la lave à 1300 degrés, c'est pas du basalte, c'est des comatillites. Donc, tous les corps silicatés, qui ont de taille égale ou supérieure à la Lune, ont ou ont eu des volcans. Mais en général, les petits corps, la Lune et Mercure, c'est mort depuis longtemps, aux petits hectares près. Les moyens comme Mars, c'est mort depuis pas trop longtemps. Le gros comme Vénus, c'est actif. Io devrait être mort comme la Lune, il a à peu près la même taille, mais il est chauffé très bien chauffé par les marées du gros Jupiter. Donc il a une source d'énergie interne énorme, et c'est pour ça qu'il a de la lave à 1300 degrés qui jaillit à 200 km d'altitude. Oui, la suite? Vous agitez, celui qui a le micro agite sa main. Voilà. Oui, j'ai bien compris pourquoi la Lune s'éloigne de la Terre. Oui. Les effets de marée, tout ça, très bien. Est-ce que les satellites artificiels s'éloignent donc aussi de la Terre? Ah non. Bon, alors pourquoi? Tout dépend où ils sont. Quand vous faites un petit calcul, si vous êtes sur l'orbite géostationnaire, vous êtes fixe par rapport à la Terre. Donc, vous ne faites pas de marée qui déforme la Terre. Donc, pas de frottement, donc c'est stable. Si vous êtes plus bas que l'orbite géostationnaire, vous faites un tour plus vite, ça fait un bourrelet qui se déplace, et ça accélère la Terre, donc ça fait tomber le satellite. Si vous êtes au-delà de l'orbite géostationnaire, ou si vous tournez à l'envers, quand des fois on lance des satellites qui tournent à l'envers, vous ralentissez et vous vous éloignez. Donc tous les satellites, la majorité des satellites sont au-delà de l'orbite géostationnaire. Il y en a un qui est en deçà, c'est Deimos ou Phobos, je ne sais plus lequel des deux. Et donc il doit se rapprocher inéluctablement de Mars, et qui, un de ces 4 matins, va s'écraser sur Mars. Et avant, il va franchir ce qu'on appelle la limite de Roche. Roche, c'est un physicien qui s'appelait Édouard Roche, c'est pas le caillou, où il va se casser en 1000 morceaux pour des histoires de marée. Puis il y a un satellite qui tourne un gros satellite qui tourne à l'envers, donc lui, il se rapproche également. C'est Triton, qui a la taille de la Lune, et qui se rapproche de Neptune. Et quand on fait le calcul, d'ici 100 à 200 millions d'années, ce qui est très jeune en géologie, 100 à 200 millions d'années, il y avait déjà des mammifères il y a 200 millions d'années, Triton va franchir la limite de Roche et va faire un super anneau qui va entourer Neptune, ça sera somptueux. Donc, retenez-vous de mourir pendant 200 millions d'années et vous aurez un très très bel anneau de Neptune. Qu'est-ce que les météorites lunaires ont apporté à la connaissance de la Lune? Eh bien, ça a multiplié le nombre d'échantillons. Donc, on a de nombreux échantillons, avec un gros problème, c'est qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Elles viennent de la Lune, mais on ne sait pas d'où. Et puis, elles ont été, entre guillemets, polluées par la traversée de l'atmosphère terrestre. Et en général, on les ramasse dans le désert, etc. Donc, pour faire des analyses chimiques hyper précises, c'est difficile. Donc, c'est beaucoup moins utile que les échantillons lunaires. Mais bon, si on avait que ça, on serait très content. Sur Mars, on n'a que des météorites martiennes, on est très content. Mais on aimerait bien avoir des vrais cailloux martiens. Et savoir d'où ils viennent. Une météorite, elle vient de Mars ou de la Lune, mais on ne sait pas d'où. Donc, c'est un pis-aller. Mais c'est bien. Moi, j'en ai une, personnellement, qui est gros comme un demi-grain de riz, à peu près, c'est un petit morceau. Mais j'ai mon petit morceau de Lune chez moi. Question suivante. Il y a là-haut. Tous les micros sont là, il faudrait qu'il y ait un micro de chaque côté. Oui. Il n'y a qu'un micro ou il y a 2 micros? Voilà.
Bonsoir. Tout d'abord, bravo pour votre exposé, parce que c'était passionnant. Déjà, c'est le premier point. Est-ce qu'on pourra peut-être trouver des Mona Lisa qui ont été mises en avant il n'y a pas très longtemps par les universitaires de l'université de Lund? Des quoi? J'ai pas entendu. Les Mona Lisa, c'est des petits cailloux qui datent, en tout cas, a priori, qui sont très très anciens et qui, a priori, nous poussent à nous intéresser à ce qui s'est passé il y a 500 millions d'années, et y compris des... C'est pas très ancien, 500 millions d'années. Voilà, mais qui a influencé le climat, en tout cas sur Terre, et qu'on cherche en Antarctique ou ailleurs, puisque c'est un des rares endroits où on peut en trouver. Ces petits cailloux qui seraient issus d'un impact sur Jupiter d'une grosse planète. Ma question est simple, c'est de savoir, est-ce que ça, c'est des choses qu'on pourrait éventuellement chercher plus facilement, puisqu'on a du mal à les trouver sur Terre, ça c'est les micrométéorites. Est-ce qu'on aurait plus de facilité à les trouver sur la Lune? Et puis j'ai une deuxième question, et ça c'est peut-être plus accessible, je sais pas, en tout cas c'est de savoir pour qui on doit voter pour financer la recherche bientôt. Voilà. Ben, le problème, c'est que la majorité des candidats ont comme mot d'ordre moins d'impôts. Donc il faut en trouver un qui dise plus d'impôts. Mais il ne se fera pas élire. Donc c'est pas facile. Alors, question là, c'est les micrométéorites. Alors, viennent de Jupiter, on ne sait pas trop. Hein. Il y a ce qu'on appelle les micrométéorites. Il y a deux façons d'aller les chercher, pour l'instant. Pour simplifier... Alors, trois. Des fois, sur la station spatiale, ils mettent des collecteurs avec une espèce de glu ou je ne sais pas quoi. Et donc, c'est dans le vide, comme ça tourne autour de la Terre, ça en ramasse. On peut le faire également, les Américains le faisaient avant, avec des avions stratosphériques. Genre U-2, hein, ceux qui survolaient l'URSS très très haut. L'Antarctique ou l'Arctique, c'est bien aussi, parce que si vous êtes au milieu de l'Antarctique ou du Groenland, le Groenland, vous allez voir pourquoi c'est mieux. Si vous êtes à 1000 km du caillou le plus proche, qui dépasse de la glace, la neige qui tombe, elle est bien pure. Et donc, avec le réchauffement climatique, mais ça arrivait même avant, elles font l'été. Donc vous avez des ruisseaux qui coulent à la surface de la calotte et qui vont se concentrer dans des points bas qu'on appelle les lacs bleus, parce que c'est de l'eau très pure. Et depuis, on va dire des centaines et des centaines d'années qui font ça, grosso modo depuis la fin de la dernière glaciation, depuis 18 000 ans, vous avez des ruisseaux qui arrivent dans les mêmes lacs tous les étés. Maintenant, ils arrivent un peu plus, parce que ça fond un peu plus, et qui amènent les saloperies qu'il y a dans la glace. Et les saloperies qu'il y a dans la glace, c'est essentiellement des cendres volcaniques de la Terre, des grains de poussière, du pollen comme ça, et également de la poussière qui a traversé la stratosphère et qui est tombée tout doucement en Antarctique. Et l'intérêt, c'est qu'on en a beaucoup, parce que ces ruisseaux peuvent collecter une surface de plusieurs centaines de kilomètres carrés éventuellement. Donc, si vous avez un panneau d'1 mètre carré sur la station spatiale, ça contacte moins de micrométéorites que 100 km² de Groenland depuis 18 000 ans. Mais là, ça a été pollué par l'eau, etc. Puis il faut les trier. Ils sont très minoritaires. Cette espèce de truc noirâtre qu'on trouve dans le fond des lacs bleus, ça s'appelle ça de la cryoconite. Et d'ailleurs, dans cette cryoconite, il y a plein de bactéries, tout à fait vivantes et terrestres, parfois photosynthétiques, et qui parfois, on va dire, fait de la chimiolithotrophie, c'est-à-dire utilise les sels minéraux de ces machins-là pour faire ces synthèses organiques. Donc c'est bien pollué, mais ça existe et on la cherche. Alors dire que ça vient de Jupiter, alors là, c'est extraterrestre, mais souvent les gens disent que c'est des grains cométaires plus que des morceaux de Jupiter. Hein. Mais bon. Voilà, si c'est de ça dont vous parliez. Alors, ma question, c'était de savoir si on pouvait trouver plus facilement ce genre de choses sur la Lune, puisque les petits cratères d'impact nous montrent où sont... Enfin, peut-être... Oui, mais le problème, c'est que ça arrive à 11 km par seconde, donc c'est vaporisé. Alors que sur la Terre, quand vous avez une météorite qui arrive, elle a 3 destins. Elle est grosse, 10 km. Elle traverse l'atmosphère sans même ralentir. C'est comme si vous avez un boulet de canon à travers du tulle. Ça traverse, ça ralentit. La météorite tombe par terre, ça fait un gros cratère. Ça, c'est les énormes météorites. Les moyennes météorites, comme celle qui est tombée à Tcheliabinsk il y a quelque temps, était moyenne, c'est quand même à peu près la taille d'un immeuble de 7 étages. Hein. Elle explose dans l'atmosphère, se casse en 1000 morceaux, mais des morceaux assez gros pour tomber par terre. C'est toutes les météorites qu'il y a dans les collections. J'en ai 3 ou 4 kilos chez moi.
c'est une météorite qui était beaucoup plus grosse que les plus gros morceaux que j'ai, mais en général, se sont cassés en morceaux qui sont arrivés au sol. Les petites météorites, je ne sais pas, de la taille d'un petit pois, sont complètement vaporisées par l'atmosphère, par la chaleur de la traversée de l'atmosphère. Une grosse météorite qui ferait 10 mètres, elle va perdre peut-être 10 cm d'épaisseur avant d'exploser. Mais il en reste. Si c'est une météorite de 3 cm, elle va être complètement vaporisée. Et les toutes petites météorites, les micro-poussières, elles ont un rapport surface sur volume. Quand on arrive dans la stratosphère, ça chauffe un petit peu. Mais l'énergie cinétique est suffisamment faible et la surface d'évacuation de la chaleur, la surface est suffisamment grande par rapport à la masse, que ça refroidit très efficacement et ça arrive au sol sans chauffer. Donc l'atmosphère est un excellent ralentisseur. Comme ça. Ce qu'il y a dans la station spatiale, pour capter ces grains de poussière, ils mettent une espèce de silicagel tout mou pour que ça se ralentisse en quelques centimètres. Quand on a voulu chercher des grains cométaires avec la mission qui s'appelait Stardust, ils avaient eu une espèce de machin très silicaté qui était une mousse pleine de vide pour ralentir les poussières sans qu'elles chauffent trop. Et malgré ça, ça avait beaucoup chauffé. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère du tout. Paf, ça arrive au sol et c'est vaporisé. Donc la Lune est un mauvais endroit pour récolter ces micrométéorites. Merci. Presque au premier rang. Oui ? Ça marche ? J'avais une question concernant la formation des océans de lave sur la Lune qui ont fait ces mers. Qu'est-ce qui contrôle sur la Lune la profondeur à laquelle le basalte fond ? J'imagine que ça doit être assez différent de... Là, il faudrait vraiment faire des observations géochimiques et surtout géophysiques poussées sur la Lune. Pourquoi, vers 3,5 milliards d'années, la Lune a fondu ? On connaît, elle n'a pas fondu plus profond que, mettons, 130, je ne sais pas combien de kilomètres, parce que sinon, ça serait bien sorti sur le continent. Pourquoi est-ce qu'elle a fondu ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a vraiment beaucoup d'inconnus. Alors, il y a des modèles, hein. On l'a fait chauffer avec de la radioactivité et tout ça, mais on sait que la radioactivité est très hétérogène. On a vu le thorium en surface. Là, je ne peux pas répondre à la question comme ça. Il faut retourner payer des impôts. Payer des impôts. Y a-t-il d'autres questions ? Pas de questions. Une fois. Pas de questions. 2 fois. Pas de questions. 3 fois. Adjugé. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Merci encore à toi pour cette nouvelle conférence passionnante. Je vais vous retenir encore 2 minutes pour vous donner les dates des prochains rendez-vous. Donc déjà, la prochaine conférence du CALA, même lieu, même horaire, ça aura lieu le 12 novembre. Nous aurons le plaisir d'accueillir François Sibille, qui est directeur de recherche au CNRS, mais maintenant à la retraite, donc il fait beaucoup de vulgarisation, qui vient nous parler d'une résolution d'une énigme sur la naissance des premières étoiles. C'est de la recherche qui a des résultats qui datent il y a 2 ans et qui ont donné lieu à des publications scientifiques l'année dernière. Et là, j'ose à peine vous donner le nom, ça s'appelle l'effet Wozenfield. Voilà. Donc le plus simple, c'est il le dira mieux que moi. Venez, ça vaut le coup. Nos amis de la Société astronomique de Lyon aussi continuent leur cycle de conférences à Saint-Genis-Laval. Et leur prochaine conférence sera le 16 novembre à 17h30. Et donc ils ont invité Romain Guati du LAPP, donc laboratoire de physique et des hautes énergies, qui viendra parler donc de Virgo et des ondes gravitationnelles, sujet qui est toujours d'actualité. Et enfin, il ne faut pas oublier nos amis et partenaires du Planétarium. La nouvelle expo temporaire qui s'appelle Space Dream a été ouverte le 2 octobre. C'est une expo qui est particulièrement immersive sur l'astronautique et la conquête spatiale. Un très très bon moment. Allez-y, les vacances arrivent. Profitez de ce nouveau site. Ils ont aussi des conférences, des événements, etc. Là, je vous laisse vous reporter à leur site web. Un petit mot aussi, vous êtes au musée des Confluences, hein, vous savez qu'ici il passe toujours plein de choses, des nouvelles expos et plein d'activités. Et donc la plaquette est disponible à la sortie, prenez-la. Un petit mot aussi, on est septembre, on est plutôt octobre. C'est le début aussi pour notre association, le Club d'astronomie de Lyon-Ampère, de lancer nos cycles de formation, des formations donc, pour les enfants et pour les adultes, avec de l'astronomie un peu théorique pour apprendre
les grands thèmes de l'astronomie, la formation, l'origine de l'univers, etc., etc. Mais aussi de la formation pratique, comment utiliser un télescope, observer, comprendre ce que l'on voit, voir la Lune avec ses yeux et une meilleure lunette que celle de Galilée, et puis même aller faire de la photo. Donc septembre-octobre, là, c'est le début de ces cycles-là. Si vous voulez nous rejoindre pour faire de l'astronomie votre loisir de l'année 2019-2020, prenez contact avec nous. J'ai laissé quelques plaquettes à votre disposition en haut qui expliquent un petit peu mieux ce que propose le club. Et aussi un petit mot, on n'en parle pas assez souvent ici, on travaille aussi avec des enfants, en particulier pendant les vacances de la Toussaint là, qui vont débuter, on fait ce qu'on appelle les sages petits ours. Donc la petite ours, c'est pendant 2 jours, ça permet à des enfants de 9-12 ans de commencer à être initiés à l'astronomie, à jouer avec un petit télescope, donc c'est adapté à ce public-là. Nous avons une séance qui a lieu le 21 et le 22 octobre. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants, des cousins, des neveux, tout ça, qui sont intéressés, allez voir sur notre site web, rubrique Petit Ours. Pour les adultes, nous avons aussi les stages première étoile, si vous voulez faire de l'astronomie pratique d'une manière un petit peu plus dense sur un samedi. Flyers, plaquettes, tout ça là-haut, site web, Facebook, machin, tout ça, etc. Même Twitter, c'est pas vous dire. Merci encore à vous d'être venus, merci encore à Pierre, merci au Musée des Confluences et à tout son personnel pour redémarrer ce nouveau cycle. Pour nous, on se retrouve donc dans un mois. Bon retour, à bientôt.